Bonsoir, mardi soir, 19h, c'est évidemment live sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Game, et c'est vrai, voilà. Encore 300 membres, 300 adhérents, et nous serons 70 000 abonnés, donc abonnez-vous, voilà, abonnez-vous en masse. Alors je suis très content, je reçois ce soir Christelle Néant, je crois que même c'est une exclue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias, enfin il n'y a même pas du tout de médias français qui veulent recevoir Christelle, hein, j'ai l'impression en France, on a peur, on a un peu peur de tout. Ah Donc, ouais, on je va pense que évidemment du Donbass, de son travail, du pourquoi est-ce qu'elle a fait ce métier de reporter de guerre, parce qu'on remarque qu'en France, il y en a de moins en moins des vrais reporters de guerre, comme on a pu connaître à l'époque de notre jeunesse, hein, de notre passé. Bonsoir, chère Christelle, comment allez-vous? bonsoir, ça va, ça va. Alors là, vous êtes en direct du Donbass. Ouais. Et actuellement, là, comment ça se passe? Parce qu'on nous dit des choses dans les télé françaises, on nous dit, voilà, l'armée russe recule, les Ukrainiens, là, c'est bon, ça va devenir les grands vainqueurs. Quelle est la réalité, en fait? La réalité, c'est que c'est l'armée ukrainienne qui recule, hein, petit à petit, mais elle recule. La Bakhmout, entre autres, Wagner avance. Là, ils sont très très proches du centre-ville de Bakhmout. Ils ont déjà pris toute la partie est de la ville. L'encerclement de Bakhmout est quasiment complet. Il reste plus qu'un espèce de chemin de boue pour rentrer et sortir de la ville, dans lequel, bien forcément, les colonnes de véhicules ukrainiens restent coincées dans la boue, se font tirer comme des lapins par l'artillerie de Wagner. Donc, on a plein de super vidéos où on voit des tas de véhicules détruits et les mecs pataugent dans la boue jusqu'aux genoux. Donc, la situation de l'armée ukrainienne, c'est pas du tout la situation d'une armée qui avance, hein. C'est une armée qui est en train de se faire détruire littéralement à Bakhmout. Les chiffres donnés par Evgeny Prigojine, le chef de Wagner, c'est qu'au mois de février, ils ont éliminé 11 000 soldats ukrainiens rien qu'à Bakhmout. Mais justement, qu'est-ce que c'est cette unité Wagner? Parce que ça, on ne comprend pas très bien. Est-ce que c'est que des mercenaires? Est-ce que c'est des membres de l'armée? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une société militaire privée, comme pourrait l'être, on va dire, officiellement des trucs comme Blackwater, ou enfin anciennement Blackwater, devenu Academy, après je sais plus quel nouveau nom ils ont pris. Mais en réalité, c'est pas ça, parce qu'ils travaillent pas principalement pour l'argent. Ce sont des gars qui sont motivés par une idéologie, qui est la défense de la patrie, et qui veulent le faire au sein de cette organisation, parce que ils ont je vais pas dire plus de liberté qu'au sein de l'armée russe, mais ils ont plus d'autonomie, c'est-à-dire ce sont des unités beaucoup plus petites, où il y a un lien très fort entre les commandants et les soldats, où les soldats peuvent très facilement faire des propositions d'amélioration, des propositions de stratégie ou de tactique. Donc on va dire c'est un format qui est un peu moins rigide, beaucoup moins rigide que l'armée russe, ce qui attire quand même pas mal de gars qui veulent se battre pour la Russie, mais qui sont un peu freinés par le côté très bureaucratique de l'armée russe officielle. Donc c'est pas vraiment une société de mercenaires au sens strict du terme. On peut pas vraiment. D'ailleurs Prigojine a dit maintenant qu'il va reformater Wagner justement pour inclure cette composante idéologique. Ils ont discuté ensemble avec les gars justement, et ils ont convenu que l'idéologie de Wagner, c'est la lutte pour la justice. Et donc il veut que cette idéologie soit complètement imprégnée jusque dans le recrutement des gars. Que quelqu'un qui a pas dans cette idée-là, qui est juste là pour le fric, bah non, on veut pas de toi. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est assez novateur, parce que il n'y a pas de mots pour qualifier réellement précisément et facilement une telle unité. C'est plus que de simples volontaires, on va dire, comme on a pu avoir dans la milice populaire ou dans des unités comme Bars. Ce sont des gars qui sont hautement professionnels, qui ont une expérience généralement du combat, mais qui se battent dans cette société militaire privée, donc qui est en dehors de l'armée russe, mais en même temps, c'est pas des mercenaires à strictement parler. Donc, c'est pour ça que je préfère les appeler les combattants de Wagner ou les musiciens. Est-ce qu'ils font partie prenante de l'armée russe, ou ils sont totalement indépendants de cette armée? C'est-à-dire qu'ils n'ont de compte à rendre à aucun généraux, par exemple?
Alors, ils sont indépendants de l'armée russe, même s'ils dépendent un peu d'elle, entre autres pour les approvisionnements en munitions. Mais c'est une compagnie militaire privée qui a pas mal d'armements lourds propres, c'est-à-dire ils ont leur propre artillerie, ils ont leurs propres chars, ils ont même une aviation. Ils ont des avions et des hélicoptères de combat, donc c'est vraiment une petite armée privée, bon là qui travaille bien entendu sous l'égide et sous le commandement du commandement général russe, mais sur le terrain, ils font les choses à leur sauce. Ah, mais pour avoir une armée privée, c'est quand même énormément d'argent. C'est-à-dire, Ouais. comment il fait pour stocker des tanks, des avions, comme vous venez de dire Bah, Prigogine, Evgeny Prigogine, qui est à la tête de Wagner, c'est un homme Ouais, d'affaires. C'est un homme d'affaires d'accord. qui a fait fortune, entre autres dans tout ce qui est le catering, dans tout ce qui est cantine, d'école, de société, etc. D'ailleurs, il est surnommé le chef cuistot le cuistot de Poutine. Et au départ, Wagner a commencé assez petit. Ils ont commencé en fait, ils ont été créés. Ils sont en 2014 quand tout a commencé ici dans le Donbass. Ils n'avaient pas on va dire, d'existence officielle. Maintenant, on a découvert qu'effectivement, ils étaient intervenus, entre autres, à Lugansk, en début de la guerre, pour aider la milice populaire locale. Mais c'était vraiment un petit groupuscule de rien du tout, où ils avaient quelques manpads, où ils ont effectivement abattu un avion de l'armée ukrainienne qui essayait de se poser à l'aéroport de Lugansk pour amener des forces spéciales ukrainiennes pour mater la révolte. Ensuite, ils ont travaillé principalement en Syrie. Donc, ils étaient encore assez petits, ils étaient à peine quelques milliers de gars. Et petit à petit, en fait, ils ont gagné en taille, ils ont gagné en réputation. Et donc, ils ont gagné des contrats de plus en plus importants, entre autres avec des pays africains. Puisque je rappelle que Wagner a pris la place, entre autres, de l'armée française dans plusieurs pays africains, dont le Mali, ce qui déplaît d'ailleurs fortement à Monsieur Macron. Et donc, tout ça, ça leur a permis, voilà, d'engranger de l'argent, qui leur a permis, voilà, d'acheter du matériel. Je veux dire, les vendeurs d'équipements militaires, hein, il suffit de regarder Lord of War, le fameux film Lord of War, pour Ouais, comprendre c'est que c'est vrai. pas très compliqué. Voilà, C'est c'est un pas très Ukrainien compliqué. d'ailleurs, je crois, dans l'Homme d'Or Noir. Voilà, donc c'est assez simple. Je veux dire, même nous ici, pendant les années de 2014 jusqu'au déclenchement de l'opération militaire spéciale, régulièrement, on avait des cas où on achetait des munitions ou des armements à des soldats ukrainiens qui étaient sous-payés, donc qui revendaient leur armement pour se faire de l'argent. Mais d'ailleurs, justement, vous êtes grand reporter de guerre. Voilà un métier qui n'existe quasiment plus en France. On en a presque plus. C'est un métier qui a été beaucoup popularisé par Paris Match. Hein, voilà le choc des photos. Voilà. Pourquoi être devenu reporter de guerre? Qu'est-ce qui vous a passionné là-dedans? En fait, ça remonte en fait directement au Maïdan, parce qu'en fait, quand le Maïdan a commencé, au début, je me suis un peu fait avoir par la propagande officielle. Je trouvais que bon, l'idée de lutter contre la corruption des élites ukrainiennes me semblait justifiée, mais en fait, très vite, j'ai vu des images qui contredisaient le narratif des médias occidentaux, hein, puisqu'on nous présentait ça comme une révolution pacifique d'étudiants et de grand-mères, voilà, contre l'arbitraire de Yanukovych. Bon, moi, quand j'ai vu les images des néo-nazis ukrainiens, parce que quand tu te trimbales avec la Wolfsangel sur le bras, donc qui, je le rappelle, est le symbole de la Waffen-SS Das Reich, hein, la fameuse qui a fait Oradour-sur-Glane, si tu veux, et que je vois les mecs avec des barres de fer, des fusils et des cocktails Molotov, et qu'ils commencent à balancer les 10 cocktails Molotov sur les Berkut, qui sont donc l'équivalent des CRS, qui était l'équivalent des CRS en Ukraine, qui commencent à leur tirer dessus. Bon, là, tu te dis, attends, elles sont où les grands-mères et les étudiants pacifiques, là? Il y a un truc qui colle pas. Donc j'ai très vite compris qu'on se foutait de notre gueule. Donc j'ai commencé un peu à relayer tout ça. Et puis quand la guerre a commencé, eh bien j'ai commencé à relayer des informations venant de médias russes ou de journalistes indépendants comme Graham Phillips, comme Patrick Lancaster, pour expliquer ce qui se passait réellement.
Et puis en 2015, une agence de presse internationale a été créée à Donetsk, et ils avaient donc un journaliste français, Laurent Braillard, que j'ai commencé petit à petit en fait à aider, parce qu'ils avaient beaucoup de matériel en anglais, très peu en français. Il se trouve que je suis quasiment bilingue anglais-français, donc j'ai dit écoutez, je peux vous traduire du contenu de l'anglais vers le français pour que vous ayez plus de matériel en français. Donc j'ai commencé à faire ça, et puis je partageais tout ça sur les réseaux sociaux. Mais la critique qui revenait souvent, entre autres sur Facebook, c'était oui, mais tu propages la propagande russe, tu sais pas ce qui se passe réellement sur le terrain. Et en fait, j'ai un ami qui, au mois d'octobre 2015, a décidé de partir pour le Donbass en tant que volontaire pour aller se battre. Et là, je me suis dit, mais en fait, est-ce que moi aussi, je partirais pas pour le Donbass pour aider à ma manière, parce que je savais que Laurent ne resterait que jusqu'à la C'est mi-2016, Laurent qu'après il Braillard. devait, voilà, Laurent Braillard, il devait après rentrer à Hein. Moscou. Donc je me suis dit après, il y aura plus de journalistes français en permanence dans le Donbass. Donc j'ai réfléchi pendant un mois à peu près, c'était tous les jours, voilà, je faisais la liste des plus, la liste des moins, tu vois, la liste parce que bon, j'avais un boulot, hein, j'avais ma vie, c'est ma famille derrière, je veux dire, bon, c'était pas un choix facile à faire. Puis partir pour un pays en guerre et y vivre de manière permanente, c'est pas simple parce que je savais très bien qu'une fois que je viendrais ici, j'allais me retrouver dans le collimateur tant des autorités ukrainiennes que des autorités françaises, ce qui n'a pas loupé. Donc je savais que ça serait potentiellement un voyage sans retour. Donc faut bien réfléchir à ce genre de choses. Et au bout d'un mois, j'ai pris ma décision. Donc j'ai écrit au directeur de l'agence, Yanous, et je lui ai dit voilà, est-ce que je peux venir bosser avec vous? Et il m'a dit bah, bienvenue dans l'équipe. Le temps de rassembler de l'argent, parce que je savais que l'agence n'avait pas beaucoup d'argent et qui pourrait pas me donner un salaire décent, et de régler tout ce que je devais régler, hein, faire un visa. Je suis partie avec ma voiture, avec mon chien, donc il fallait faire des papiers pour l'un, pour l'autre. Enfin bon, c'était tout un bazar, donc il m'a fallu plusieurs mois pour tout préparer, et donc j'ai débarqué dans le Donbass il y a presque 7 ans, puisque je suis arrivée le 26 mars 2016. Voilà. Et donc j'ai décidé de faire ça parce que je voulais pouvoir montrer ce qui se passe réellement sur le terrain. Je voulais faire des reportages, je savais quel type de reportage je voulais faire, c'est-à-dire vraiment au maximum montrer les faits, purement les faits, faire des interviews avec les civils, montrer comment tout se passe réellement dans la réalité. Donc je voulais, je savais ce que je voulais faire et je savais que si moi je ne venais pas le faire, il n'y aurait personne d'autre pour le faire. Donc Mais voilà. justement, pourquoi les problèmes avec les autorités ukrainiennes, puis avec les autorités françaises n'ont pas manqué? Parce que Qu'est-ce tout qui les a dérangés simplement, là-dedans? ce que je montre va à l'encontre totalement de leur narratif, puisque l'Ukraine et même maintenant certains médias occidentaux, par exemple, hein, nous racontent on se bombarde nous-mêmes. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter les bêtises. Et ça a été le narratif pendant des années côté ukrainien. Ils prétendaient qu'ils ne bombardaient pas les civils de manière délibérée, alors que moi, je l'ai vu, je veux dire, de moi-même. Hein, je suis moi-même tombé plusieurs fois sous ce type de bombardement. Et puis, ça dérangeait tout le soutien, entre autres de la France, à l'Ukraine. Je veux dire, c'est un peu compliqué d'expliquer que tu soutiens un pays qui commet ouvertement des crimes de guerre depuis bientôt 9 ans, qui tire sur la population civile de régions qui veut reprendre par la force, etc., etc. Si tu veux, c'est un peu compliqué, quoi. C'est clair que le narratif actuel, entre autres avec le soutien massif, l'envoi d'armes, d'argent, etc. à l'Ukraine, le peuple français se révolterait beaucoup plus s'il savait qu'ils soutiennent des gens qui utilisent cet argent et ces armements pour tirer sur des civils, pour tuer des civils, pour tuer des enfants de manière délibérée. Je veux dire, quand tu vises une école ou quand tu vises délibérément un marché, tu sais qu'à cette heure-là c'est l'heure de pointe, tu sais que tu vas faire un bain de sang parmi les civils, c'est pas accidentel. Surtout quand tu le fais avec des armes de haute précision comme les HIMARS ou comme les canons César. Donc tu peux pas dire que tu as visé à côté et que tu t'es loupé. Ah, bien sûr. Mais pourquoi l'Ukraine est-elle si importante pour les Occidentaux, pour les George Soros, qui justement avaient mis de l'argent à l'époque pour cette révolution orange? Est-ce qu'il y a des minerais en Ukraine? Est-ce que c'est peut-être géographiquement, elle apporte quelque chose Alors, d'important?
il y a des ressources. Bon, déjà, le Donbass, c'est une région qui est très riche en charbon. Hein. On a des mines de charbon partout ici. C'est une région extrêmement industrielle aussi. Hein. Bah, forcément, on fait de la métallurgie. Près de Slaviansk, entre autres, ils avaient découvert juste avant, bah, comme c'est bizarre, avant le Maïdan, ils avaient découvert un champ de gaz de schiste près de Slaviansk, entre Slaviansk et Kharkov, qu'ils ont commencé d'ailleurs à exploiter, je crois, l'année dernière. Non, pas l'année dernière, il y a 2 ans, 2021. Donc, il y avait des gros investissements qui avaient été faits par des compagnies, entre autres américaines et britanniques, dans ces explorations et exploitations de ce gaz de schiste. Ce qui fait qu'on comprend un petit peu mieux l'acharnement au niveau de la bataille de Slaviansk en 2014. En République populaire de Lougansk, ils ont découvert d'autres gisements. Je crois me souvenir que c'était de l'or. Des petits, hein, pas des gros trucs, mais quand même. Donc, il y a de la ressource, mais surtout la grande ressource qui les intéresse, c'est la terre. Il faut savoir qu'en Ukraine, il y a ce qu'on appelle du tchernosium, c'est-à-dire la fameuse terre noire extrêmement fertile, sur laquelle à peu près tout pousse, qui a intéressé d'ailleurs déjà les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, ils en ont exporté des trains entiers pour les exporter vers l'Allemagne. Et donc ça, forcément, Monsanto, Bayer et toute la clique, ah bah, ça a attiré leur intérêt. D'ailleurs, Zelensky a voté il y a quelques années, et ça je l'avais dénoncé, une loi qui autorisait désormais la vente de terres agricoles, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un moratoire sur la vente de terres agricoles. C'est impossible de les vendre, que ce soit les terres qui appartenaient à l'État ou au privé. Et ils ont débloqué ce moratoire. Alors ils ont fait comme si oui, mais les étrangers pourront pas avant 2024 et il faudra faire un référendum. Bon, je pense que le référendum il va passer à l'as. Et de toute façon, même sans ça, ils ont déjà trouvé des moyens de contourner grâce à la corruption endémique qu'il y a en Ukraine. On a appris que une proportion absolument phénoménale des terres agricoles en Ukraine, je crois que c'est les 2/3, sont désormais détenus par des grandes compagnies américaines, type Bayer, Monsanto, Cargill et tout ça. Voilà, donc ils sont passés par des prête-noms ukrainiens à qui ils font semblant peut-être de louer les terres ou je sais pas quelle bêtise, mais la réalité c'est que ces terres sont à eux. Voilà, donc ils ont vendu le pays, littéralement. Alors, revenons dès le début, parce que pour que les gens comprennent, parce que bon, je remarque quand même qu'en France, les gens mélangent beaucoup de choses et ne comprennent pas, parce que bon, d'un autre côté, ils ne sont pas très bien informés, donc c'est aussi un peu normal. Alors voilà, le 91, l'URSS tombe, l'Ukraine prend son indépendance. Est-il vrai, en effet, qu'il y a eu un pacte entre les Occidentaux et les Russes, disant voilà, nous allons dissoudre l'OTAN, puisque vous allez dissoudre le pacte de Varsovie. Non, pas dissoudre. Ce qui a été dit, ça a été au moment en fait de la réunification des deux Allemagnes. Le deal a été la Russie autorisait la réunification des deux Allemagnes en échange de la promesse que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Cette promesse qui a été faite verbalement, on a néanmoins, il y a eu publication, même l'année dernière, je crois, de certains documents, entre autres des rapports, je crois que c'est des rapports de services secrets ou des choses comme ça, qui rapportent effectivement, ou de politiciens qui rapportent effectivement les propos qui ont été tenus. Donc, même si ça n'a pas été couché par écrit, on a la preuve que ces propos ont bien été tenus. Donc, il y a bien eu une promesse verbale que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est en échange de l'autorisation de l'URSS pour la réunification des deux Allemagnes. Et cette promesse n'a pas été tenue, puisque l'OTAN n'a eu de cesse de s'étendre. C'était jusqu'où pour eux? Ah ben, c'est-à-dire que la seule extension de l'OTAN qui était autorisée à ce moment-là, c'était le fait d'y intégrer l'Allemagne de l'Est, en fait. C'est-à-dire, au-delà de l'Allemagne de l'Est, vous n'allez pas plus loin, c'est terminé. D'accord. Voilà. Donc, entre autres, les extensions successives qui sont allées avec la Pologne, les pays-baltes, tout ça n'aurait jamais dû arriver. D'accord. Ça, c'était contre, ça allait contre, en gros, la promesse, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et on va dire l'excuse que les Occidentaux sortent de dire oui, mais c'était verbal, c'était pas écrit, ça pour les Russes, ça marche pas. Les Russes, ils ont une mentalité extrêmement légaliste. Si tu dis à quelqu'un que tu vas faire quelque chose et qu'après tu le fais pas et tu lui dis oui, mais je t'ai pas signé de papier, je peux vous assurer que ça va pas marcher. Hein. Vous allez avoir des problèmes. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça.
Oui. Allez-y, continuez. Ouais, c'est vraiment typique de la mentalité russe où voilà, si tu dis que tu vas faire quelque chose, t'as pas besoin de signer un papier, ça sera fait comme ça. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est passé très très mal au niveau des Russes. J'aimerais juste revenir aussi sur l'intérêt géopolitique de l'Ukraine. Donc il y a pas que les ressources qui sont intéressantes. Pourquoi l'Ukraine intéresse tant l'OTAN et les Soros et compagnie? Ça vient de la fameuse doctrine de Brzezinski qu'il a énoncé dans son livre L'échiquier, le grand échiquier, où il explique que pour empêcher la Russie de redevenir, on va dire, un empire continental, eh bien, il faut détacher l'Ukraine de la Russie. Et c'est pour ça qu'ils s'y sont employés depuis 1991. C'est-à-dire que le but, c'était, au final, d'affaiblir la Russie pour pouvoir ensuite s'en prendre à elle. Donc l'idée, c'était, si on la prive de l'Ukraine, eh bien, la Russie ne peut plus être une puissance continentale. Mais justement, revenons sur l'Ukraine parce qu'il y a quelque chose que les Français ne comprennent pas. Qu'est-ce que l'Ukraine exactement? Est-ce que l'Ukraine, c'est un pays qui a été souverain, ou est-ce que c'est une forme de Russie comme peut être, je sais pas moi, la Bretagne pour la France? Mais en fait, l'Ukraine n'a jamais existé, et je précise bien jamais, avant la révolution bolchevique, la révolution de 1917 qui Bah, a je vous dis fait ça parce complètement que éclater l'Empire russe. Parce que, non, je sais bien qu'ils tentent de réécrire l'histoire en permanence, c'est pour ça que je le précise, l'Ukraine n'existait pas avant cette date-là. C'était une région de la Russie, qu'on appelait la Malo-Russie, la petite Russie, comme on a la Biélorussie, qui est la Russie blanche, qui faisait aussi partie de l'Empire russe. Hein, vous prenez une carte de l'Empire russe de 1914, vous y retrouverez Kiev, vous y retrouverez Odessa, vous y retrouverez la Crimée, vous y retrouverez le Donbass, et le plus gros de l'Ukraine, à part la partie la plus à l'ouest, donc Lvov, Ivano-Frankovsk, etc., qui appartenait à la Pologne ou à l'Empire austro-hongrois, et une petite partie qui appartenait à la Roumanie. Mais le reste, tout le reste appartenait à l'Empire russe. Ça faisait partie de l'Empire russe depuis déjà plusieurs siècles. Et avant ça, c'était la Rousse de Kiev, et je dis bien la Rousse de Kiev. Et ce pays s'étendait en fait de Kiev à Novgorod. Et son nom Rousse a bien entendu donné son nom à la Russie et pas du tout à l'Ukraine. L'Ukraine, en fait, c'est un espèce de projet créé de toutes pièces par les Polonais et les Austro-Hongrois. En fait, suite au fait que la Russie a récupéré justement ces territoires qui leur appartenaient à une époque, et qu'ils se sont dit on va y foutre le bordel en exacerbant le nationalisme, en créant de toutes pièces un nationalisme ukrainien, et puis comme ça ils vont se révolter contre l'Empire russe, faire sécession, et puis on va pouvoir ensuite remettre la main dessus. C'était ça l'idée. Et donc ils ont créé de toutes pièces. Alors ça, ça a été très actif au 18e, surtout 19e siècle, où là, c'était toute la période des nationalismes, etc. Et donc, ils nous ont inventé un peuple ukrainien, et un pays, l'Ukraine. Mais Ukraine, ça vient de Ukraine, ça veut dire les limites. C'était les marches de l'Empire. Mais en réalité, des termes comme Ukraine, t'en avais pour d'autres régions, en fait, de l'Empire russe. À une époque, il y avait une Ukraine de Sibérie, qui étaient vraiment les limites de l'Empire russe à l'Est. Je vous pose cette question parce que, bon, les gens n'y comprennent rien en réalité, ça faut le dire. Hein. Et puis, par exemple, bon, j'ai aussi une émission de radio sur Courtoisie le samedi matin où j'organise des débats. Et j'ai eu la chance d'organiser un débat entre Madame Alapouedi, oui, ukrainienne d'LCI, et Monsieur Bertrand Scholler. Et elle m'a dit... elle nous a dit ah mais moi l'Ukraine s'est faite avant la Russie et les Russes en réalité sont ukrainiens. Bon, alors non, c'est une réalité. Non, parce qu'en fait elle confond le fait que Kiev a existé avant Moscou. Oui. Voilà. Mais en fait, la première ville russe, ça a été Novgorod. La première ville fondée par les Varegs, donc les Vikings qui sont partis à l'est, ça a été Novgorod. Après, ils sont descendus plus au sud via les différentes rivières et fleuves, et ils ont atteint le Dniepr et ils ont fini dans ce qui est devenu Kiev. Mais la première ville qu'ils ont fondée, ça a été Novgorod, déjà pour commencer. De deux, je veux dire, utiliser Kiev comme truc pour dire oui, l'Ukraine existait avant, c'est complètement débile. C'est aussi débile que de dire que l'Allemagne devrait récupérer le nom de la France parce qu'à l'époque de Charlemagne, Aix-la-Chapelle, qui est maintenant sur le territoire allemand, était la capitale de l'Empire franc.
Ben, je veux dire, on nage à peu près dans le même niveau de débilisme. Non, mais ils passent leur temps à réécrire l'histoire. Hein. Je veux dire, ils te racontent même qu'ils ont creusé la mer Noire et autres débilités du même tonneau. Encore un peu, ils vont nous raconter que Jésus-Christ était ukrainien. Non, ça atteint des niveaux absolument stupides. Non, l'Ukraine n'a jamais existé avant la révolution bolchevique qui a provoqué la dissolution de l'Empire russe et la guerre civile. Il y a eu en fait deux espèces de petites républiques qui ont été nationalistes, qui se sont créées, qui ont été très éphémères sur le territoire de l'Ukraine, plutôt de l'Ukraine de l'Ouest. Et on a eu une république populaire qui s'était créée, qui était la république de Donetsk-Krivoï-Rog, qui était plus effectivement d'essence bolchevique, qui elle s'était créée donc sur la zone justement Kharkov, Donbass, jusqu'à Odessa, donc qui couvre à peu près toute cette zone qu'on appelle maintenant la Novorussie. Bon, elle était la Novorussie, c'était le nom de la région quand Catherine la Grande a été fondée Odessa. Donc, je veux dire, non, non, l'Ukraine n'existait pas. Vous prenez une carte de l'empire russe de 1914, vous n'avez pas une seule mention de l'Ukraine ni des Ukrainiens. On te parle de Malo-Russes. Alors, du coup, comment se fait-il parce que là aussi, il faut qu'on arrive à comprendre, parce que voilà, on est géopolitique profonde, il faut que les gens comprennent cette géopolitique, parce que voilà, ils sont tellement abreuvés d'informations contradictoires que voilà. Bon. Comment se fait-il du coup que les Ukrainiens ont pu prendre leur indépendance en 91? Eh bien, tout simplement parce que lors de la constitution de l'URSS, donc Staline, qui était le commissaire aux nationalités, a décrété que c'était mieux de créer en gros une république socialiste soviétique par nationalité. Hein, donc ils nous ont fait la Biélorussie, ils nous ont fait les différents États baltes, ils nous ont fait l'Ukraine. Bon, en réalité, les découpages ont été complètement farfelus. Résultat des courses, on se retrouve avec le merdier actuel qu'on a, et pas seulement ici. Hein, le merdier du Nagorno-Karabakh, le Haut-Karabakh, c'est la même tambouille. Ils ont fait des découpages entre les Arméniens et les Azéris complètement débiles. Résultat, les mecs se foutent sur la gueule depuis 30 ans. Donc, le problème, c'est que donc ils ont décrété que c'était mieux d'avoir un découpage comme ça. En plus, ça leur permettait d'avoir un siège à la SDN, qui était l'ancêtre de l'ONU, par République socialiste soviétique. Donc, ça leur permettait d'avoir plus de voix au machin. Hein, bah oui, ils ont oublié d'être cons au passage. Oui. Donc, et le truc, c'est qu'en fait, dans la constitution soviétique, et ça, c'est un point qui avait été souligné par Vladimir Poutine, Lénine a fait la connerie de laisser la possibilité à ces républiques de se barrer avec le territoire qui leur a été accordé sans avoir besoin de l'autorisation de Moscou. Résultat des courses, en 91, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont barrés. Donc ça veut dire que c'était déjà ça après la révolution de 17, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que Vladimir Poutine a appelé la mine qui était posée pour saboter le truc dans la constitution soviétique dès sa construction. D'accord. Donc voilà une information que nous n'avions pas ici en France. Ouais. Et que les gens, voilà, nous sommes déjà 1300 personnes en même temps, voilà, que ces 1300 personnes en même temps qui nous regardent ont dorénavant. Voilà, parce qu'il faut être précis sur ce sujet. Donc voilà, bien 91, les Ukrainiens prennent leur indépendance. Est-ce qu'à partir de 91, les Ukrainiens restent à peu près fidèles, est-ce qu'ils restent, fidèles à la Russie ou est-ce qu'ils commencent à se détacher, à regarder vers l'Ouest? Comment ça se passe Mais ils commencent très vite. En fait, ça commençait déjà même avant 91. D'ailleurs, Soros s'en est vanté. Il a dit qu'il avait commencé à travailler en Ukraine avant même l'effondrement de l'URSS. Et en fait, ça a été au début assez progressif. Hein, donc ça a été, ils ont commencé gentiment à prendre leur distance, mais ça allait encore. Le premier coup de canif, on va dire, ça a été 2004. Ça a été 2004, la fameuse révolution orange, première révolution de couleur en Ukraine, où c'est là qu'on a eu la première guerre du gaz. Hein, c'est-à-dire l'Ukraine a commencé à voler du gaz dans les tuyaux qui passent à travers elle et qui apportent le gaz russe en Europe, ce qui a fait pousser Moscou à fermer les robinets en disant dites vous allez payer pour le gaz que vous avez piqué là, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Ukraine se plaignait des tarifs qui soi-disant lui convenaient pas, il y a eu différents arbitrages, ils ont fini par trouver un accord on pensait que ça s'était à peu près réglé. Ensuite, Viktor Yanukovych a été élu président.
les relations, et il bouffait tous les râteliers, hein, Yanukovych. Les gens qui prétendent qu'il était pro-russe, c'était une ânerie. Hein. Il essayait à la fois de garder de bonnes relations avec la Russie, tout en essayant aussi de se rapprocher de l'Union européenne. Là où c'est parti complètement en sucette, ça a été en 2013. 2013, donc, il y avait des négociations depuis un certain temps pour un accord d'association avec l'Union européenne. Problème, c'est qu'en fait, l'Ukraine était déjà dans une union douanière avec la Russie qui permettait d'avoir un certain nombre de marchandises qui rentraient et sortaient sans frais de douane, sans quotas, sans limitation. Hein, donc comme nous, on a par exemple dans l'espace Schengen. Quoi. Et le problème, c'est que cet accord d'association avec l'Union européenne prévoyait justement une ouverture plus grande du marché ukrainien aux marchandises européennes et inversement, justement. Donc pareil, une abolition de certains quotas et de frais de douane pour certaines marchandises. Et là, la Russie leur dit non. Moi, je veux pas que les marchandises européennes elles rentrent sur mon marché en mode open bar, sans limite, via l'Ukraine, tu vois. Ils ont dit il faut qu'on en discute. L'UE leur a dit non, mais ça vous regarde pas, quoi. Pardon. Pardon. Et le deuxième problème, c'est que cet accord d'association prévoyait donc que l'Ukraine puisse exporter plus de ses marchandises vers l'UE. Mais, il faut savoir que l'industrie ukrainienne, ils n'ont jamais réellement modernisé hein, depuis l'effondrement du RSS. Donc toutes leurs industries sont encore aux standards soviétiques, comme en Russie. Or, pour pouvoir exporter vers l'UE, il faut moderniser et passer aux standards européens un bon paquet d'industries ukrainiennes, ce qui aurait un coût non négligeable. Et c'est là que l'accord d'association avait un gros problème. C'est que les Européens, ils étaient prêts à mettre que 500 millions d'euros sur la table pour compenser. Alors qu'il fallait des investissements il fallait des dizaines de milliards. Ouais, il fallait des milliards. Donc, de l'autre côté, la Russie a fait une contre-offre. Elle leur a dit, écoutez, on vous fait un accord avec des tarifs aux petits oignons super préférentiels sur le gaz, et en plus, on vous file 15 milliards d'euros, dont 3 milliards en bons, en obligations d'État qu'ils ont acheté, que l'Ukraine n'a d'ailleurs jamais remboursé à la Russie. Hein. Ni les 3 milliards, ni les intérêts. Hein. Et donc, Yanukovych, il a fait le calcul, si tu veux, il a regardé les deux offres, et puis il a dit, l'offre européenne, elle est mauvaise pour moi, parce que je vais détruire toute mon économie, je vais me foutre à dos la Russie qui va me fermer ses frontières, on va perdre notre marché principal, et les mecs, ils nous filent 3 miettes, quoi. 500 millions, c'est 3 miettes. Hein. Donc, il a regardé l'offre russe, il s'est dit, c'est plus intéressant. Donc, il a dit, écoutez, moi, je ne vais pas signer l'accord d'association avec l'Europe. En tout cas, dans les conditions dans lesquelles vous proposez, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là qu'a commencé le Maïdan. D'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce que exactement le Maïdan ? Donc le Maïdan, c'est ces protestations, ces manifestations qui ont commencé sur la place du Maïdan, donc la place de l'indépendance, qui est face donc au Parlement ukrainien. Donc au début, c'était effectivement assez bon enfant, mais très vite, ça s'est transformé en véritables émeutes. Donc on s'est retrouvé avec des groupuscules, entre autres le parti Svoboda ou l'OUN, hein, puisque après la fin de l'URSS, des organisations comme l'OUN, l'organisation des nationalistes ukrainiens qui, je le rappelle, sous les ordres de Bandera pendant la Seconde Guerre mondiale, a activement collaboré avec les nazis, participé à la Shoah, y compris la Shoah par balle, qu'ils ont massacré les civils polonais en Galicie et en Volhynie. Ils ont massacré des femmes et des enfants. Hein. Ces gens-là, c'est redevenu autorisé, puisque pendant l'URSS, bien entendu, ces organisations ne pouvaient pas exister, mais une fois l'URSS effondrée, tout ça s'est retrouvé de nouveau autorisé. Et donc, on a vu les drapeaux de ces organisations, qui sont des organisations néo-nazis, sur le Maïdan. Ils avaient organisé un véritable village de tentes avec chauffage. Est-ce que c'est une forme de coup d'État ? Est-ce que c'est une forme de volonté de coup d'État ? Mais bien sûr, c'est un coup d'État. Bien sûr, c'est un coup d'État. Des Américains, de Soros et compagnie, c'est ça ? Des Américains, de Soros et compagnie. D'ailleurs, ils ne se sont pas cachés. Je veux dire, McCain, il allait faire le speech sur l'estrade. Il y avait même une estrade, tu vois, genre concert et tout. Enfin, je veux dire, si vous voyez bien que c'était financé, je veux dire, c'est pas trois pelés de tondus qui peuvent organiser un village de tentes avec cantine, estrade digne d'un concert de rock, etc. pendant des mois, parce que ça s'est étalé quand même de la fin 2013 jusqu'à février 2014. Et des gens vivaient là en permanence. Je veux dire, les gens ont été payés pour ça.
D'où il sortait l'argent? Je veux dire, on a vu Victoria Nuland qui a débarqué là-dedans en train de distribuer ses cookies aux manifestants, McCain en train de les haranguer sur l'estrade, on a même eu BHL, enfin il y a eu toute la clique habituelle. McCain qui était candidat à la présidence des États-Unis ouais, à l'époque. c'est ça. Contre Qui est un néocon américain. Quand tu vois ces gens-là arriver, c'est ce que j'appelle les cavaliers de l'apocalypse. Une fois que tu les vois arriver, tu sais que ça va être la merde. Bon, ça n'a pas loupé. Ils ont exigé la destitution de Yanukovych, qui a tenu bon pendant un bon moment, jusqu'à ce fameux massacre de février, où des snipers qui se trouvaient, et on le sait, hein, maintenant il y a plein de gens qui ont fait des études de balistique sur ce qui s'est passé, des snipers qui se trouvaient dans l'hôtel Ukraina, qui était sous contrôle des néo-nazis ukrainiens, ont tiré à la fois dans le dos des manifestants, hein, parce qu'un certain nombre de manifestants, et tu peux trouver l'information en ligne, ont été touchés dans le dos, hein, donc ils étaient face aux flics, hein, donc voilà, et les Berkouts aussi se sont fait tirer dessus. En plus de tous ceux qui se sont retrouvés brûlés par les cocktails Molotov. Et ça, il y en a eu un très grand nombre. Et ce massacre, a poussé Yanukovych à signer un accord avec l'opposition, hein, donc les gens qui manifestaient, pour l'organisation d'élections anticipées, pour calmer le jeu. Mais en fait, l'accord qui d'ailleurs a été signé sous garantie de plusieurs pays européens, dont la France et la Pologne, ça a fait comme les accords de Minsk, dis donc. Mais sauf qu'en moins de 24 heures, l'encre était même pas sèche, que la dite opposition s'est assise dessus, a repris les manifestations. Yanukovych, qui pensait que tout était réglé, s'était barré à Kharkov. Et résultat des courses, ils ont pris d'assaut les bâtiments officiels et ont renversé Ils ont renversé le pouvoir. Ouais, et ils l'ont renversé de manière totalement anticonstitutionnelle, puisque je signale que dans la constitution ukrainienne, il y a un certain nombre de conditions qui sont prévues pour que le chef de l'État puisse être démis de ses fonctions, entre autres la mort. Ça ils ont essayé, hein, ils ont essayé de le tuer sur le chemin. Heureusement les Russes ont découvert le truc et l'ont sauvé juste à temps. Ils l'ont exfiltré vers la Crimée puis vers la Russie. Ils lui ont sauvé les miches, hein, il a vraiment eu très chaud. Hein. Non, les mecs voulaient vraiment le descendre parce que là ça aurait été pratique. Là c'était fait, il était mort. Donc là c'était constitutionnel, mais ils n'ont pas réussi leur coup. Il n'a pas non plus donné sa démission. Il n'était pas fou. Donc, ils ont rempli aucune des conditions qui étaient légalement acceptables. Donc, ils ont violé totalement la constitution ukrainienne et ils ont placé à la tête de l'État Turchinov, qui est un espèce de taré, un véritable néo-nazi, qui a déclenché la première guerre. La guerre dans le Donbass, qu'il a nommée opération. Donc, c'est à la suite de ce coup d'État qu'arrive, du coup, la première guerre du Donbass. Pourquoi cette guerre? Est-ce que les Russes ont dû réagir parce qu'ils ont vu ce coup d'État? Pourquoi Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc une fois que Turchinov a été mis à la tête du pays et que donc les députés ukrainiens ont été, pour certains, donc changés, ce nouveau parlement a voté pour retirer à la langue russe son statut de langue régionale. Donc il faut savoir qu'en Ukraine, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la situation de la France avec un pays une langue. C'est plutôt une situation à la Belge ou à la Suisse. D'accord. C'est-à-dire un pays plusieurs langues. C'est-à-dire vous avez, comme j'ai dit, ils ont découpé les frontières de ces pays quand ils ont créé l'URSS de manière totalement farfelue. Il faut savoir que le Donbass, par exemple, à l'origine, ne voulait pas rejoindre la RSS d'Ukraine, il voulait retourner au sein de la RSS de Russie. Parce qu'eux, ils se sentaient russes, ils parlaient russe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille foutre en Ukraine, quoi? Quand on dit parle russe, est-ce que c'était des Russes qui se sont installés en Ukraine ou est-ce que c'était francophones comme les Suisses, par exemple? Non, ils sont originaires de là. Comme je disais, cette région, avant 1917, faisait partie de l'Empire russe. C'était des Russes ethniques. Après, pendant l'URSS, il y a eu des flux de population entre les différentes RSS qui ont fait que tu as effectivement des Russes qui sont venus ici, entre autres, après la guerre pour repeupler, parce qu'il y a eu quand même pas mal de morts ici. Je veux dire, à la base, c'était une région ethniquement russe, où les gens sont des russophones natifs, c'est-à-dire la langue que tu apprends à la maison, à 90%,
C'est le russe, voilà. Voilà. Après, bon, tu as quelques minorités grecques, tu as quelques personnes qui parlent l'ukrainien, mais enfin, la plupart du temps, c'est même pas du vrai ukrainien, c'est ce qu'on appelle du sourgique. C'est-à-dire, c'est un mélange Qu'est-ce entre que l'ukrainien et c'est? le russe. D'accord. C'est un mix. C'est quoi le Voilà. différentiel entre le russe et l'ukrainien? Il y a des lettres en plus en ukrainien, entre autres le i à l'occidental qui n'existe pas et entre autres au niveau de l'accent, le gué par exemple, les Ukrainiens le prononcent comme un ch et pas comme un gueux. Alors que les Russes disent gueux, tu vois, ils disent gavarit, un Russe va dire gavarit, un Ukrainien va dire chavarit. Et t'as des Ouais, mots bah, qui c'est sont très minime, différents. visiblement. Mais il y a non, il y a des mots qui sont différents. Il y a des mots qui sont différents en langue, par exemple en russe c'est yizik, en ukrainien c'est mova. C'est très D'accord. différent. L'ukrainien est quand même très, très polonisé. Tu vois que la région en fait d'où vient l'ukrainien, la langue ukrainienne vient de l'ouest de l'Ukraine, qui a été sous contrôle polono-lituanien et austro-hongrois pendant plusieurs siècles. Donc, je veux dire, ça a eu une influence. Je veux dire, ça, tu peux pas le nier. Donc, c'est quand même deux langues différentes. Et donc, au fur et à mesure des années, les russophones avaient quand même réussi à obtenir que le russe soit pas une langue officielle à même niveau, à égalité avec l'ukrainien, mais ils avaient quand même obtenu que ça soit une langue officielle dans les régions à majorité russophone. Donc les D'accord. régions où la majorité des gens sont des russophones natifs avaient le droit, voilà, de s'adresser à l'administration, d'avoir les documents officiels en russe. Eh bien, ce droit-là a été effacé début 2014 Et ça a été la suite au goutte coup d'État d'eau? du Maïdan. Ça a Hmm. été la goutte d'eau? Ça a été la goutte d'eau. C'est-à-dire, c'est ce qui a provoqué le soulèvement en Crimée, dans le Donbass, D'accord. mais aussi à Kharkov et à Odessa. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ces régions-là. Voilà, Kharkov et Odessa aussi se sont soulevés. Mais là-bas, ça a été maté de manière extrêmement violente, plus rapidement. C'est-à-dire que là-bas, les gens ont très vite pris peur. Bon, il y a eu le fameux Donc, du massacre du coup, 2 mai qu'est-ce 2014 qui à s'est passé Odessa. exactement? Il y a eu ce soulèvement Ouais, de ces russophones dans le Donbass, en Crimée. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'armée ukrainienne est venue attirer dans le Alors, ouais, carreau. donc alors en Crimée, ce qui s'est passé, c'est que de par la présence légale, je le rappelle, de soldats russes, puisqu'ils avaient une base navale en Crimée qu'ils louaient à l'Ukraine jusqu'en 2042, eh bien, il faut savoir que légalement, les soldats russes avaient le droit d'intervenir pour éviter des troubles, c'est-à-dire si la situation commençait à dégénérer en guerre civile ou quoi, ils étaient habilités à intervenir pour protéger entre autres la sécurité de la base navale. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils sont intervenus pour protéger la population, population qui d'ailleurs était prête à se battre. Hein. Je veux dire, il y avait des volontaires qui ont même forgé des boucliers et qui attendaient, entre autres, il y avait tout un train de néo-nazis ukrainiens qui a essayé de venir impressionner les Criméens et les mecs les attendaient à la gare avec les boucliers et les matraques. Hein. Bon, les gars, ils ont pris peur quand ils ont vu qu'ils étaient attendus au moment du passage de la frontière avec la région. Ils sont descendus du train et le train est arrivé vide. Mais voilà, il y a eu plusieurs endroits comme l'aéroport de Simferopol où là, l'intervention des soldats russes a évité un massacre. Donc là, la Russie est intervenue. Mais dans le Donbass, c'était plus difficile pour différentes raisons. La Crimée était une république autonome, même à l'époque de l'Ukraine. C'était une république autonome qui avait sa propre constitution et son propre parlement. Et donc l'organisation du référendum en Crimée et Elle l'appel est des autonome autorités, ou elle était un peu rattachée à l'Ukraine? elle était rattachée à l'Ukraine, mais comme on a actuellement avec la Russie, c'était une forme entre guillemets de fédéralisation, c'est-à-dire qu'ils étaient rattachés à l'Ukraine, mais ils avaient leur constitution et leur parlement. D'accord, d'accord. Un peu comme Euh, la Corse, mais dans la Constitution. Voilà, Oui, un peu d'accord, comme la Corse, mais en un peu plus, quoi. Ça, d'accord. c'était quelque chose qu'ils avaient obtenu parce que justement, il y avait déjà eu des problèmes. La Crimée n'avait pas voulu rester au sein de l'Ukraine dans les années 90. Il y avait eu un référendum en 94 en Crimée où les gens avaient massivement voté pour se barrer de l'Ukraine et retourner en Russie. Donc, il y avait eu un premier référendum. L'Ukraine a maté ça par la force, mais pour éviter que ça se transforme en bordel, ils ont dit, OK, on va vous faire des concessions. Vous êtes une république autonome, vous avez votre constitution, vous avez votre parlement, voilà, vous avez un peu d'autonomie, et comme ça, vous arrêtez de nous faire chier, quoi. C'est Alors, à est-ce peu que près c'est ça. une réalité que M. Khrouchtchev avait donné la Crimée à l'époque aux Ukrainiens Oui, en 1954, pour l'anniversaire, justement,
on va dire, de la récupération des terres ukrainiennes par l'Empire russe, puisque donc, bon, je remonte toute l'histoire. Donc au départ, on avait la Rousse de Kiev, donc qui s'étendait de Novgorod jusqu'à Kiev, qui a été complètement détruite, entre autres par l'arrivée des Mongols. La fameuse horde d'or, qui a tout envahi, qui a même pillé Kiev, et donc n'est plus resté que le centre autour de Moscou, qui a fini par se révolter et qui a repris petit à petit les différents territoires. XVIIe siècle, 1654, un hetman cosaque, Khmelnytsky, écrit au tsar russe pour lui demander de l'aide. Parce qu'il faut savoir que donc les Polonais qui avaient le contrôle des terres ukrainiennes à cette époque-là sont des catholiques. Les Russes, et les Cosaques l'étaient aussi, sont des orthodoxes. C'est deux christianismes différents. Et les Polonais essayaient de les convertir de force. Et ça, c'est pas passé auprès des Cosaques. Et donc, ils ont demandé à être rattachés à la Russie pour se mettre sous la protection du tsar. Ce qui a été accepté, et donc en 1654 a eu lieu un traité de Péréeslav qui a acté la récupération par la Russie des terres qui se trouvaient à l'est du Dniepr. Donc, pour fêter cet anniversaire, en 1954, Khrouchtchev a eu l'idée sur un coup de tête, sans consulter les organes nécessaires, ni même la population criméenne, a dit, ah bah tiens, comme cadeau, Khrouchtchev qui était ukrainien lui-même, je le signale, bah tiens, je vais donner à l'Ukraine comme cadeau la Crimée, mais de toute façon, ça change rien, on est tous au sein de l'URSS, voilà, ça change que dalle, sauf qu'effectivement, en 1991, quand l'URSS s'est cassé la gueule, ben là, ça a foutu le bordel. Voilà, donc effectivement, Khrouchtchev a fait ça sur un coup de tête et en ne respectant même pas la constitution soviétique, parce que la constitution soviétique prévoyait que dans ce genre de cas, la population devait être consultée. Ils n'ont rien demandé à personne. Ouais, donc du coup, ça a mis le boxon, on le paye aujourd'hui, et donc du coup, en 2014, les Russes doivent réagir. Et à la suite de cette réaction, l'Occident essaye de se faire signer des accords de Minsk. Alors, que sont ces accords de Minsk exactement? Est-ce que ces accords n'étaient pas déjà un peu pipés à la base? Alors, ce qui s'est passé, donc en Crimée, l'armée russe est intervenue. Dans le Donbass, par contre, non. Donc là, ce sont des volontaires locaux qui se sont tout simplement soulevés, qui ont dit il est hors de question qu'on nous ukrainise de force, ça suffit. Et il est hors de question aussi. Il y a une autre question qui a été problématique pour les gens ici, ça a été le fait qu'en Ukraine, ils ont rendu à Stepan Bandera et Roman Shухevich leur titre de héros nationaux de l'Ukraine. Donc il faut savoir que c'est deux collaborateurs de nazis. Et donc ça s'est pas passé pour les gens d'ici, qui ont pour beaucoup des parents, des grands-parents qui sont morts pendant la grande guerre patriotique pour vaincre le nazisme. Là, c'est pas passé. Non. Donc ça, ils ont dit, il est hors de question que ces gens-là soient nos héros nationaux. Hors de question qu'on nous interdise de parler notre langue natale. Et donc les gens se sont révoltés. Donc ils sont révoltés, ils ont pris les armes donc ils ont obtenu des bons succès en 2014. Et donc l'Ukraine commence à voir son armée se faire massacrer. Entre autres la fameuse bataille de l'aéroport de Donetsk, qui a été une véritable boucherie, comme peut l'être aujourd'hui Bakhmout pour l'armée ukrainienne. Et donc Poroshenko commençait à voir son armée se faire complètement défaire. Donc il s'est dit là, il faut faire quelque chose. Donc va pour signer un document, un cessez-le-feu, pour me laisser le temps de reconstituer mon armée, etc. La Russie pensait sincèrement pouvoir régler politiquement le conflit. Je signale d'ailleurs qu'en 2014, quand les deux républiques populaires ont organisé leur référendum pour faire sécession de l'Ukraine, Moscou leur a dit non, mais faites pas ça, on va essayer de trouver faut trouver une solution politique, mettez-vous à la table des négociations pour discuter. Bon, sauf que les autorités de Kiev n'en avaient strictement rien à faire et n'avaient aucune envie de négocier. Donc, je pense que la Russie espérait sincèrement pouvoir déjà arrêter le bain de sang, parce qu'en 2014, quand l'armée ukrainienne commence à bombarder Donetsk, Lugansk et les autres villes, c'est une boucherie. Je veux dire, les corps de civils, on les ramassait à la pelle chaque jour. C'était assez terrifiant, et donc le but c'était d'arrêter ce bain de sang, parce que c'était vraiment terrible. Donc on a les premiers accords de Minsk, septembre 2014. Quand l'armée ukrainienne s'est pris déjà une bonne peignée à Ilovaïsk et près de la frontière russe. Et donc, Poroshenko signe avec Merkel, Hollande et Vladimir Poutine. Alors, est-ce que l'accord de Minsk
Qui les écrit, en gros? Ah, alors, eh beh, il c'est issu de très longues négociations, hein. Ça a duré, je crois presque toute une journée, enfin toute une nuit en tout cas, parce qu'ils ont signé ça au petit matin, après toute une nuit de négociations. Donc c'est signé, par, l'Ukraine, par, une représentante de l'OSCE, c'est, signé par les représentants des 2 républiques populaires, je tiens à le signaler. Ça a été signé par Alexandre Zakharchenko et Igor Plotnitsky et par la Russie, hein, qui se portait garante pour eux puisqu'ils étaient reconnus par personne. Hein, je veux dire, bon. Et l'Allemagne et la France se portaient garante pour l'Ukraine. Donc, D'accord. Ah c'était oui, ça le l'Allemagne et la deal. France se portent garant. Les, C'est-à-dire que l'Allemagne, si la les France se portent. Ukrainiens, je sais pas Ne moi, remplissent rentrent pas en la part guerre, voilà, si l'Ukraine ne fait pas ce qui est écrit dans les accords de Minsk, c'est à la France et l'Allemagne de la d'accord, pousser à respecter ses engagements. Voilà. Et la Russie, elle devait s'engager à se porter garante pour la RPD et la RPL, les Républiques populaires de d'accord, Donetsk et de Lugansk. Voilà. Donc, on avait l'OSCE qui était censé jouer les arbitres entre les deux, quoi. C'était à peu près ça la configuration. Donc, la Russie n'a jamais été partie prenante de ces accords. Elle a été une garante comme étaient la France et l'Allemagne, pas plus. d'accord. D'ailleurs, si tu lis le C'est-à-dire que texte la des Russie n'a pas accords, signé? C'est-à-dire la que c'est Russie, la Russie a signé, mais en tant que d'accord. garante pour les 2 républiques populaires, puisqu'elles n'étaient pas reconnues par qui que ce soit. Elles sont, voilà, même en l'heure actuelle, Donc enfin, voilà. Donc, donc suite à la signature, qu'est-ce qui s'est passé après? alors, ben après, en fait, très vite, l'Ukraine a de nouveau violé le cessez-le-feu. Elle a tenté de reprendre les combats au niveau de l'aéroport entre de Donetsk. Elle s'est pris une peignée monumentale. Alors, Euh, attendez, une chose, est-ce que, après ces accords, le Donbass et la Crimée étaient, dans une sorte d'autonomie? Quel était leur statut La Crimée exactement? n'était pas concernée par les accords de Minsk. Ah, La c'était pas Crimée n'a concerné, jamais été. La c'était Crimée juste n'était le absolument Donbass. pas concernée. Juste le Donbass. Ce qui était prévu par ces accords, donc c'était d'abord un cessez-le-feu. Ensuite, il y avait un retrait des armes lourdes à plusieurs kilomètres de la ligne de front pour éviter justement les bombardements. Il y avait des mesures, donc après c'était toutes des mesures politiques. Donc entre autres, il devait y avoir un échange de prisonniers au format tous pour tous, donc prisonniers de guerre. Il devait y avoir donc des discussions, des négociations, et c'est là justement que je veux en venir. Il n'y a jamais de mention qu'il y a besoin d'une négociation entre Kiev et Moscou. On dit clairement dans les D'accord. accords que les différents points politiques qui doivent être négociés doivent l'être entre l'Ukraine et les représentants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, qui sont appelés représentants de certains districts des régions de Donetsk et de Lugansk. Voilà, ils sont appelés comme ça pour pas donner un infarctus à Poroshenko. Mais c'est ça, le truc. À aucun moment on dit l'Ukraine doit discuter avec la Russie. À aucun moment dans ces accords. J'ai traduit D'accord. le texte complet, donc si les gens veulent voir texte des accords de Minsk en Où est-ce français, qu'on il peut est au complet trouver sur mon site. votre Il est sur mon traduction? site, il est sur Donbass Insider. J'avais traduit il y a quelques D'accord. années le texte complet. Donc vous cherchez traduction française accord de Minsk, vous devriez le trouver. J'ai tout traduit entièrement. Donc je veux dire, vous pouvez vérifier. Et donc il y avait toute une série de mesures politiques qui devaient prévoir justement une certaine autonomie du Donbass, entre autres en matière linguistique, c'est-à-dire ils devaient pouvoir garder la possibilité donc d'avoir l'enseignement en russe, l'administration en russe, une milice populaire, etc., etc. Et Leur parlement seulement peut-être? leurs propres représentants, et ils avaient à la toute fin, une fois que tous les points étaient appliqués, c'est-à-dire une fois que tout ça a été fait, il devait y avoir des élections locales, régionales, pour élire donc les représentants de ces régions, et seulement le lendemain, l'Ukraine devait récupérer le contrôle de sa frontière avec la Russie dans cette région-là. Donc, Est-ce que ça voulait dire que le Donbass était réintégré comme une forme de région ukrainienne? c'est ça, autonome, C'est mais ça, autonome, c'est-à-dire avec mais plus autonome. d'autonomie, D'accord. c'est-à-dire il était prévu une décentralisation dans la constitution ukrainienne, donc l'Ukraine devait modifier sa constitution D'accord. pour faire une fédéralisation de fait, hein, faut appeler les choses comme elles sont, et donc donner une large autonomie à ces 2 régions. Non, je Et c'était ça précise qui était parce prévu. que parce que les Français, on est dans un pays très jacobin. La fédération, enfin, fédéralisation, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, je préfère préciser quoi, pour que les gens comprennent.
Oui, non, mais le but, c'était ça, c'est vraiment d'avoir 2 régions avec une grande autonomie, avec un certain nombre de pouvoirs décisionnels, au niveau local, entre autres en matière de désignation des juges et cetera et en termes linguistiques surtout. Donc là, on se D'accord. rapproche de modèles, comme on peut voir en Suisse ou en Belgique et ou en Russie. En Russie, il y a pas que le russe comme langue officielle, hein, les différents, sujets de la Fédération de Russie, entre autres les différentes républiques qui constituent la Fédération de Russie, parce que oui, il y a plusieurs républiques au sein de la Fédération de Russie, ont des langues nationales en plus. Hein. Donc la Tchétchénie, ils ont le tchétchène comme langue nationale aux côtés du russe. En Crimée, ils ont le tatar, l'ukrainien et le russe comme langue officielle. Voilà, donc vous avez plusieurs républiques comme ça au sein de la Fédération de Russie qui ont une grande autonomie en matière linguistique. Donc ça, c'est un modèle qui est appliqué par la Russie et qui marche très bien. Donc voilà, Alors, c'est un peu ce que j'entends par fédéralisation. donc du coup, les Ukrainiens violent dès 2014 Ouais. les accords de Minsk. Comment violent-ils? Voilà, j'imagine qu'ils envoient des forces armées qui font les. Bah, ils recommencent à tirer tout simplement, ils ont repris les bombardements, ils ont violé le cessez-le-feu, ils ont de nouveau attaqué, l'aéroport de Donetsk, pour essayer de pénétrer dans la ville. Parce qu'il faut savoir que l'aéroport est desservi par une très grosse autoroute qui te donne un véritable boulevard vers la ville. Si tu essaies d'attaquer par d'autres quartiers, c'est que des petites ruelles entre des maisons, enfin je veux dire ça va se transformer en Stalingrad, hein, pour les véhicules blindés ou les chars qui essaieraient de rentrer là-dedans. Donc leur but c'était d'atteindre ce fameux nœud autoroutier qu'ils n'ont jamais réussi. Donc, mais comme ils ont repris les combats, bah, les nôtres ont dit, bah, puisque vous respectez pas le cessez-le-feu, bah, ok, bah, on va vous répondre. Hein. Et bah, on a fini par reprendre tout le contrôle de l'aéroport de Donetsk et on a poursuivi avec bah, le fameux chaudron de Debaltsevo. Donc où là c'est les deux républiques populaires ont travaillé de concert puisque Debaltsevo est quasiment à la frontière entre la région de Donetsk et la région de Lugansk et ont encerclé littéralement la ville avant d'éliminer les milliers de soldats ukrainiens qui se trouvaient à l'intérieur et après donc au moment de cette énorme défaite et bien Poroshenko a signé les accords de Minsk II parce que bah, de nouveau il s'était fait exterminer son armée et donc, il n'avait pas d'autre choix s'il ne voulait pas que les milices populaires continuent d'avancer. Donc ça, c'était début 2015, février 2015. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que l'armée ukrainienne commençait à être aidée par les Occidentaux dans sa formation? Oui, 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 dès 2014. Dès 2014, ça a commencé. Hein, d'ailleurs, on l'a découvert même au niveau des fournitures d'armement grâce à la charmante bévue de ce cher monsieur Attal, qui a dit hein, que la France fournit de l'aide et de l'armement à l'Ukraine depuis 2014, ce qui est très intéressant pour un garant d'accord de paix quand même. Je tiens quand même à le souligner, ça s'appelle une violation de ton rôle de garant. Si tu peux pas être garant d'un accord de paix et fournir des armes à une des parties. Ça normalement, non, ça marche pas. Donc, et donc depuis 2014. Depuis 2014, ça a commencé, et puis surtout à partir de 2015, où là, ça s'est intensifié avec des exercices conjoints de plus en plus fréquents entre différents pays de l'OTAN, entre autres les États-Unis et la Grande-Bretagne et l'Ukraine, avec des formations de soldats ukrainiens, de la fourniture d'armement. Donc au début, c'était pas au niveau qu'on a actuellement, bien sûr. C'était des fournitures qui étaient relativement, entre guillemets, discrète. Mais effectivement, 2021, on commençait déjà à avoir, entre autres, comment ça s'appelle, des systèmes de missiles anti-chars français. Que moi j'ai identifié sur D'accord. une vidéo de soldats ukrainiens où tu voyais un RPG puis tu voyais un système français à côté. Et là tu te dis attends, qu'est-ce que ça fout là ça? Donc déjà même avant l'opération militaire spéciale, les pays occidentaux fournissaient déjà des armes à l'Ukraine. Donc, l'Ukraine, dès les signatures des accords de Minsk, viole ces accords de Minsk. Comment se fait-il que du coup la Russie a attendu 8 ans ou peut-être a-t-elle réagi avant, peut-être ne serait-ce Mais que la diplomatiquement? Russie a vraiment espéré jusqu'au bout que le conflit pourrait se résoudre de manière pacifique. Il faut bien comprendre que les Russes n'ont pas oublié ce que leur a coûté la dernière guerre sur leur territoire. Hein, la Seconde Guerre mondiale, c'est 27 millions de morts pour l'URSS. Et ça, les Russes l'ont pas oublié. Ça leur a laissé un traumatisme. Ils ne veulent plus aller faire des guerres, etc. C'est un truc vraiment, s'ils peuvent éviter, ils le font.
Donc, ils ont vraiment cherché à résoudre le problème de manière pacifique, diplomatique. La Russie a rappelé à répétition, je veux dire, il suffit de regarder mes articles des années précédentes, la France et l'Allemagne à leurs obligations en tant que garant, en leur disant, dites, il faudrait peut-être que vous fassiez quand même pression sur l'Ukraine pour qu'il fasse quelque chose. Ils ont espéré, entre autres, quand Zelensky a été élu, puisque Zelensky a été élu sur la promesse de mettre fin à la guerre, ils se sont dit, bon, il y a peut-être moyen de négocier avec lui. On a eu une avancée en 2020 avec la signature d'un accord de cessez-le-feu renforcé où on a eu quelques jours de cessez-le-feu total. Depuis le début de la guerre, ça a été la première fois qu'on a eu ça, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire très très vite, il a commencé à prendre le même discours que les néo-nazis ukrainiens et c'était reparti comme en 14, quoi. Mais justement, qui est Zelensky exactement et comment a-t-il fait pour arriver au pouvoir? Alors, donc il faut savoir qu'après Turchinov, il y a eu des élections présidentielles et c'est Petro Poroshenko, un homme d'affaires ukrainien qui travaille en gros dans le chocolat, mais pas que, qui est devenu président de l'Ukraine. Sauf que le mec est ultra corrompu, il s'est trimballé plein de scandales parce qu'il s'est enrichi pendant sa présidence, parce qu'en plus de ses usines de chocolat, il avait aussi des usines de construction de bateaux militaires, de navires de guerre. Donc bien entendu, il a fait faire des contrats très avantageux et très juteux pour son entreprise, pour l'armée ukrainienne. Le monsieur a multiplié, je crois, par 8 sa fortune pendant sa présidence. Donc forcément, à la fin de son mandat, il avait un taux de popularité qui était quand même pas terrible. Donc d'un seul coup, on a vu sortir de nulle part ce cher Volodymyr Zelensky, qui est un acteur comique, qui a fait un certain nombre de films assez pastiches, dont Hitler Caput, il a fait un autre truc où il se fout de la gueule de Napoléon, et il avait fait toute une série qui s'appelait Serviteur du peuple, où il joue un professeur d'école qui, d'un seul coup, se retrouve catapulté président de l'Ukraine, très humoristique, très décapant, où bien sûr, il va se confronter à la corruption, etc. Et donc, il joue un personnage assez positif, tu vois, et donc les gens en fait ont transposé sur lui son personnage et il a été élu grâce à ça. D'ailleurs, le parti qu'il a créé s'appelle Serviteur du Peuple. J'imagine. C'est une série qui a très bien marché. C'est quoi, c'est un genre de Plus belle la vie? C'est un genre de Plus belle la vie, mais politique, tu vois. Enfin, un House of Cards en moins dark, quoi, tu vois. Enfin. Mais je veux dire, qui a été un succès, qui a été un énorme succès, quoi, en gros. Voilà, ça a eu un succès en Ukraine, et donc les gens avaient en tête ce personnage. Et d'ailleurs, Zelensky a capitalisé là-dessus puisqu'il a appelé son parti Serviteur du peuple, c'est-à-dire le même nom que la série. Donc c'était volontaire. Et il a été vendu aux Ukrainiens. Excuse-moi, mais il a été vendu de la même manière que Macron a été vendu pour son premier mandat. Hein, est-ce que c'est la suite de cette série que lui a souhaité se présenter? Est-ce qu'il a été pris en main aussi, peut-être? Il a été pris en main. Il a été pris en main. Il a été poussé. Il a été financé, entre autres, par des oligarques comme Igor Kolomoïski, qui sont des opposants à Poroshenko. Il faut savoir que les oligarques ukrainiens se font la guerre. Et sous la présidence de Poroshenko avait commencé à s'en prendre à Igor Kolomoïski. Entre autres, il l'a privé de sa banque, Privatbank. Donc Kolomoïski avait Poroshenko dans le collimateur et il voulait le faire tomber de son siège de président pour qu'ensuite il puisse être poursuivi en justice pour lui faire payer ce qu'il lui avait fait. Donc oui, non, mais c'est Game of Thrones. J'ai fait plusieurs articles, je les appelle les Game of Maidan parce que la politique en Ukraine, il faut qu'on soit précis, voilà. Voilà. Donc donc Zelensky a été poussé, bien sûr. Bien sûr, d'un seul coup, il est sorti. Pourquoi lui, Zelensky, et pas un autre? Parce qu'en fait, à un moment, il y a eu des sondages qui ont été faits en Ukraine pour voir quels gens vous verrez bien qui à la présidence. Et donc tous, ils faisaient des scores de merde. Je veux dire, Timoshenko, Poroshenko, tous les autres. Et Zelensky, acteur, avait un pourcentage pas dégoûtant. Genre, il avait, je crois, 15% de gens qui le verraient bien comme président de l'Ukraine. Et donc, c'est à partir de là, en fait, c'est à partir de ces sondages où il est apparu que les gens, il a ensuite présenté sa candidature et puis roule ma poule. Donc, c'est les sondages qui lui donnaient avec un bon score, il s'est dit, tiens, je vais me présenter. Ouais, c'est ça. C'est pas, il n'y a pas derrière un organisme qui a dit, monsieur, présentez-vous.
Non, non, vraiment, au départ, ça a été poussé comme ça. C'est-à-dire, il y a eu un sondage où on demandait, voilà, qui vous verriez comme président de l'Ukraine. Et comme cette série marchait bien, bah, les gens avaient ce personnage, il a un nom imprononçable, hein, Golodborodko ou quelque chose comme ça, en tête. Et puis, bah, ils ont dit, bah, on verrait bien Zelensky comme président, tu vois, comme il est dans la série, quoi. Tu vois, ils Un s'imaginaient qu'il peu comme serait. si demain on disait ah bah tiens, je verrais bien Hanouna président, quoi. C'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Bah, finalement, il a posé sa candidature avec donc l'aide et le financement de gens comme Igor Kolomoïski. Et puis bah, c'était parti. Et puis je te dis, il a été promu et vendu littéralement comme de la poudre de la poudre à lessiver, quoi, de la lessive en poudre, quoi. C'est comme Macron. Il a été promu de la même manière que Macron pour son premier mandat. Et c'est ça qui m'a fait tilter d'ailleurs. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait dire que c'était une énorme arnaque. Je me souviens que j'avais fait une interview entre autres avec Xavier Moreau où j'ai demandé ce que vous craignez pas qu'il nous fasse comme Poroshenko en mode oui, je vais mettre fin à la guerre et puis finalement il va retourner sa veste. Et Xavier pensait pas, tu vois, il disait non, mais là s'il fait ça, il va mal finir. Ben, c'est exactement ce qu'il a fait. Et moi je le sentais venir parce que quand j'ai vu comment il a été promu, pour moi ça m'a vraiment rappelé la première campagne présidentielle de Macron. Exactement la même. Et quel était son programme à ce Zelensky? C'était donc bah, mettre fin à la guerre dans le Donbass de manière pacifique, diplomatique. C'était la lutte contre la corruption, puis un certain nombre d'autres points, mais principalement c'était mettre fin à la guerre dans le Donbass de manière pacifique. Mais C'était ça son gros Zelensky, truc. à la base, je crois que c'est un russophone. Ouais. Comment se fait-il qu'il a tourné le dos comme ça à Moscou, alors qu'à la base, il aurait peut-être dû être, je dirais pas pro-russe, mais plus conciliant. Mais le truc, c'est qu'en fait, en Ukraine, excusez-moi, mais c'est pas le président ukrainien qui décide. C'est une colonie américaine depuis le Maïdan. C'est D'accord. Washington qui décide. Je dirais, et il s'est retrouvé, entre autres, avec dans son entourage, son premier ministre. Le mec est monté sur scène lors d'un concert d'un groupe néo-nazi à Kiev, quoi. Je veux dire, moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris. J'ai compris que le mec, il peut être russophone, il peut être juif, Bah oui, c'est ça ça le changera truc. rien. Ça changera rien. C'est-à-dire que sa politique, c'est pas lui qui la dicte en réalité. C'est Washington. D'ailleurs, on l'a vu, puisqu'au tout début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, très très vite, il était prêt à signer un accord de paix avec la Russie. Boris Johnson a débarqué à Kiev, c'était terminé. Voilà. D'accord. Mais donc ça veut dire que lui, en réalité, bon, on le montre comme ça, on en fait. Malgré tout, c'est un bon acteur, visiblement, il a l'air d'être un bon Ah acteur. ouais, bah, Donc, lui, en fait, c'est juste une marionnette aujourd'hui. c'est ça, c'est une marionnette. C'est une marionnette. C'est tout. D'ailleurs, beaucoup de gens ici le disent. Ce mec est une marionnette. C'est une poupée de ventriloque, tu vois. On le fait parler, mais en réalité, c'est Washington. C'est Washington qui dicte l'agenda. Et c'est très simple pour Washington, puisque s'il ne fait pas ce qu'ils veulent, il coupe le robinet d'argent. C'est terminé. L'Ukraine fait faillite. Est-ce que Washington, à travers M. Zelensky, veut pousser à la Troisième Guerre mondiale? Mais ce qu'ils veulent, c'est la guerre contre la Russie, bien sûr. Bien sûr, l'Ukraine n'est qu'un moyen. C'est le terrain de la bataille et sa population, c'est la chair à canon. C'est des pions. Ils ne sont que des pions dans cette histoire. Et le pire, c'est qu'ils se sont fait avoir de la pire des manières qui soit, alors que c'était visible. Il y a plein d'analystes politiques qui leur ont dit, mais vous êtes en train de vous faire utiliser dans une guerre qui n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Ukraine. C'est une guerre qui va totalement à l'encontre des intérêts de l'Ukraine. Donc oui, ils sont utilisés. Ça sert à l'OTAN à faire la guerre contre la Russie sans aller jusqu'à la confrontation directe et donc à une annihilation nucléaire, hein, puisque OTAN et Russie sont des puissances nucléaires. C'est-à-dire que ça permet, en fait, l'Ukraine permet aux Américains de ne pas être co-belligérants et justement de ne pas avoir cette guerre nucléaire. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire ils font la guerre par procuration. L'Ukraine sert de proxy, tout simplement. Mais alors, du coup, voilà, les Russes, en février, enfin déjà à partir de janvier 2022, mettent nombre de soldats autour aux frontières avec le Donbass. Euh,
À cette époque-là, je me rappelle, personne en Europe n'avait vu venir la guerre. Enfin, ou peut-être non pas, Alors, en fait, ce qui ils ont s'est passé, vendu c'est ça. qu'en fait, alors, ce qui s'est passé, il faut remettre les choses dans l'ordre. Fin 2021, on commence à voir des accumulations de troupes ukrainiennes et de matériel sur la ligne de front. Les deux républiques du Donbass, on a D'accord. tiré la sonnette d'alarme. Les gens peuvent aller fouiller les articles sur Donbass Insider. Vous reverrez mes articles où je tire la sonnette d'alarme en disant attention, on commence à avoir des accumulations de plus en plus importantes de troupes, des accumulations d'armement. On commençait à avoir des livraisons de plus en plus massives fin 2021, début 2022 d'armements venant des pays de l'OTAN, où ils ont envoyé des avions entiers avec des cargaisons de plusieurs milliers de tonnes Déjà d'obus, 2021. fin 2021, début D'accord. 2022, ça a déjà commencé. Donc forcément, la Russie, quand elle a vu ça, elle a compris que là, il se préparait à quelque chose. Ça faisait déjà des mois que les négociations au sein du groupe de contact de Minsk ne donnaient strictement plus rien. On avait droit à un sabotage systématique, c'est-à-dire que les délégués ukrainiens disaient ah non mais celle-là sa gueule on vient pas, non non mais tant qu'elle est là nous on vient pas discuter. Après ça a été non non mais nous on veut pas discuter de ça, on veut discuter d'autre chose. Enfin tu vois, enfin c'était que des trucs comme ça. Donc on comprenait que ça allait dans le mur. En plus on voyait la rhétorique de Zelensky qui devenait de plus en plus oui mais non les accords de Minsk on les appliquera pas parce qu'ils sont inapplicables tels quels, faut les réécrire. Sauf que tu peux pas réécrire des accords, tu les as signés, tu les appliques, ou alors tu dis on les appliquera pas. Mais il n'y a pas de troisième solution du on le réécrit. Ça a déjà été très très dur de les valider. Je veux dire non non. Donc on comprenait que là on commençait à arriver au moment où le blocage allait péter. Donc on a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. La Russie aussi a dit non non mais là ce qu'on voit nous ça nous inquiète. Donc c'est pour ça en fait que la Russie a accumulé des troupes sur la frontière ukrainienne en se disant là il se prépare à nous faire un scénario croate. Donc scénario croate, hein, c'est une épuration ethnique. D'ailleurs, les officiels ukrainiens se cachaient de moins en moins et certains disaient ouvertement on veut appliquer une solution croate dans le Donbass. Donc c'est ce que je rappelle, c'est ce qui s'est passé dans la Krajina serbe, quand la Croatie a repris la Krajina serbe, où les gens, ceux qui ne se sont pas fait massacrer, se sont enfuis. Voilà, et ça a été repris par la force. Donc c'était le scénario qui était privilégié par Kiev. Donc la Russie a amené des troupes sur les frontières, non pas pour au départ envahir l'Ukraine, mais pour lui faire comprendre, écoute, non, non, là tu recules, tu fais pas un pas en avant. C'est hors de question. Mais bon, ils ont vu que ça continuait. Mi-février, l'armée ukrainienne, donc le 16 février, l'armée ukrainienne intensifie violemment ses bombardements contre les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Donc on est passé de quelques bombardements par jour à 500 obus par jour sur chacune des républiques, puis le lendemain à 1000 obus par jour par république. Donc c'est pour donner un peu un ordre de grandeur de l'augmentation extrêmement violente. Très vite, l'OSCE s'est barré. Donc les observateurs de l'OSCE qui étaient là pour enregistrer les violations du cessez-le-feu, qui faisaient de moins en moins leur travail de toute façon, les dernières années c'était une catastrophe, se sont cassés et la Russie a reconnu les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk comme ultime tentative de dire à Kiev, bon, là je les reconnais, je signe un accord de coopération militaire avec eux, ça veut dire que si tu continues et que tu attaques, moi j'interviens. Bon, l'Ukraine n'a pas compris, a continué, entre autres, des tentatives de percer la ligne de front à plusieurs endroits via ce qu'on appelle des reconnaissances offensives. Et donc, eh bien, le 24 février au matin, la Russie est entrée dans le conflit. Ça veut dire que les Ukrainiens en premier ont attaqué, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr, je veux dire, les gens peuvent remonter mes articles, vous pouvez les regarder. 16, 17, 18 février, l'intensification des bombardements, entre autres contre les zones civiles, qui a provoqué d'ailleurs l'évacuation en RPD et en RPL. On a lancé l'évacuation des femmes, des enfants et des personnes âgées, et la mobilisation générale de tous les hommes valides en état de se battre. Chose qu'on n'avait jamais fait ici. Je veux dire, jusqu'ici, les milices populaires étaient des milices de volontaires. Début 2022, au vu de la situation, Denis Pouchiline et Léonid Passechnik, le chef de la RPL, ont signé un ordre de mobilisation générale parce qu'on a compris qu'on avait en face de nous des centaines de milliers de soldats ukrainiens armés jusqu'aux dents et que là, ils allaient passer à l'attaque. Et nous, de notre côté, on avait à peu près 26 000 soldats dans les deux milices populaires. Donc là, on faisait pas le poids, si tu veux. Donc là, il fallait absolument faire quelque chose. Et c'est pour ça que la Russie a fini par intervenir, parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'on n'allait pas y arriver tout seul.
Et donc, du coup, là, les Russes interviennent. Alors, j'ai entendu par justement des gens comme Xavier Moreau nous dire oui, mais la guerre va être très courte. Alors, comment se fait-il que justement la guerre est plus longue qu'annoncé et combien de temps cette guerre pourrait durer? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un pari qui a été fait, parce que si on se rappelle au tout début de la guerre, donc la Russie s'est avancée à la fois dans le Donbass, dans la région de Kherson, Zaporogié, et vers le nord, vers Kiev. L'espoir, c'était en fait de pousser l'armée ukrainienne à se révolter contre Zelensky, à provoquer en fait un coup d'État qui aurait mis de facto fin à tout ça de manière extrêmement rapide. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. La Russie, en fait, avait tablé sur un soutien plus important au niveau de la population ukrainienne. Ils avaient, je pense, sous-estimé le poids de 8 ans de propagande russophobe en Ukraine. Et ça a eu un impact, premièrement. Deuxièmement, on pensait aussi que ça serait rapide. En fait, ce qui s'est passé, le problème, c'est que très vite, l'armée ukrainienne, comme toujours, depuis le début de ce conflit, s'est cachée derrière les civils. On l'a vu particulièrement à Volnovakha et à Mariupol. On l'a vu après dans d'autres villes. Hein. Je veux dire, c'est le cas aussi à Bakhmout ou ailleurs. C'est-à-dire qu'ils utilisent les civils comme boucliers humains. Or, la Russie, elle n'est pas venue ici pour faire un massacre, hein, contrairement à ce qu'on raconte sur les chaînes françaises. Hein. Non, la Russie ne visait délibérément pas des civils. On l'a vu d'ailleurs à Mariupol. Hein, j'ai interviewé un monsieur qui vivait dans une barre d'immeubles où les soldats ukrainiens s'étaient retranchés. Ils ont tenu pendant 3 semaines parce qu'elle était en forme de fer à cheval, donc c'était parfait pour tenir la position. Et quand les Russes sont arrivés, ont fini par prendre enfin cette zone-là. Les civils qui étaient réfugiés dans la cave leur ont dit mais vous savez qu'il y avait des civils là, et les Russes leur ont dit oui oui, et c'est justement pour ça qu'on n'a pas rasé la barre d'immeuble à coup d'aviation, parce qu'il dit sinon en 24 heures on avait réglé le problème. Si ça a duré 3 semaines, c'est parce qu'on savait que vous étiez là et que donc on pouvait pas lâcher une énorme bombe air-sol sur la barre d'immeuble quoi. Donc, je veux dire, ce qui a énormément ralenti, c'est ça, et le fait que l'armée ukrainienne a eu 8 ans pour transformer toute la ligne de front du Donbass en véritable ligne Maginot. Je dirais à Avdiivka, où actuellement nos gars avancent vraiment maison par maison, je veux dire, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de béton. De béton. Et Béton, ils ont dû mettre peut-être des mines antipersonnelles, des choses comme ça aussi. il y a des mines antipersonnelles, des mines anti-chars partout. Ils ont construit une véritable ligne Maginot. D'ailleurs, les gars du bataillon Sparta qui sont à l'aéroport de Donetsk, nous l'ont dit l'année dernière, j'ai fait une interview avec eux. Un de leurs gars nous a dit, pendant qu'il y avait les accords de Minsk et qu'on avait l'interdiction de leur tirer dessus, on pouvait les voir à la jumelle sous protection des fameux observateurs de l'OSCE et du cessez-le-feu, amener des bétonnières et te couler des monolithes de béton sur des kilomètres. Alors qu'ils avaient l'interdiction hein, de renforcer les positions, ça faisait partie des interdictions qui faisaient partie des accords de Minsk. Donc, Et et ça, justement, l'OSCE a fait à cette période-là, pourquoi la Russie n'a pas dit regardez ce qui se passe, Ah mais nous ils ont avons dit, les je veux dire, photos, ils ont ils tiré l'ont la fait? sonnette d'alarme. Sans arrêt, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et la Russie ont sans arrêt dit, voilà, l'Ukraine viole ses obligations, tel et tel truc, ils font ça, ils renforcent leur position, on le voit, c'est interdit. Quand l'Ukraine, entre autres, il y avait une zone grise qui était prévu par les seconds accords de Minsk, quand l'Ukraine a commencé à grignoter cette zone grise et donc a repris sous son contrôle certains villages comme Chirokino dans le sud, qui étaient dans cette zone grise et qui étaient initialement sous le contrôle des républiques populaires, on a tiré la sonnette d'alarme, on a dit à l'OSCE mais ça c'est pas acceptable, vous devez condamner Et ça. qu'est-ce qu'ils ont Ah bah, répondu? non, le chef de la mission de l'OSCE a dit ah bah non mais c'est le territoire ukrainien, en gros ils font ce qu'ils veulent. Non mais bon, D'accord. d'accord quoi. Alors, voilà, tu vois quel est le niveau de l'arbitre, niveau impartialité, si tu veux, on a déjà vu mieux, quoi. Donc, ça s'est fait avec la complicité des organisations internationales. Mais si tu regardes les déclarations, entre autres, du représentant russe à l'OSCE, il y a eu plein de mises en garde, de dénonciations, voilà, de déclarations où ils ont dit mais faites quelque chose, quoi. C'est votre boulot, occupez-vous-en, quoi. Il n'y a rien eu. Et comment on vit justement dans un territoire en guerre chaque jour, au quotidien? Répète un coup, il y Comment a eu on une vit au coupure. quotidien dans un territoire de guerre comme ça? Bah, c'est pas simple. C'est pas simple. Là, actuellement, par exemple,
Pour ceux qui ont la chance d'en avoir, parce que les gens, entre autres, qui vivent dans des immeubles assez hauts, les derniers étages, ils ont pas de flotte. Il y a des villages qui vivent sans eau depuis des années. Il y en a qui ont vécu même dans des conditions les plus atroces, entre autres, je pense au village de Spartak, qui est près de l'aéroport de Donetsk. Les gens vivent depuis 2014 dans les caves, sans eau courante, sans électricité, sans gaz, voilà. Ils vivent dans les Et vous caves où vivez ils ont comme ça, installé vous des aussi, poêles. du coup? Moi, j'ai une maison où j'ai de l'eau que tous les 3 jours. Que On a tous des les 3 jours? moments, ouais, tous les 3 D'accord. jours. Il y a Et même eu ça des périodes où on depuis, n'en avait pas. et ça depuis 2014. Depuis 2022. Depuis Depuis 2022 pour la 2022. RPD. D'accord. RPL, la République populaire de Lugansk, jusqu'à 2022, justement, était dans une situation où ils avaient de l'eau que quelques heures par jour. Parce que l'Ukraine leur avait fermé le robinet du canal qui les desservait. Comme la République populaire de Lugansk a été la première à être totalement libérée lors de l'opération militaire spéciale, ils ont pu reprendre le contrôle sur le canal et réouvrir les robinets. Donc eux maintenant à Lugansk, ils ont de l'eau en permanence et c'est maintenant nous en République populaire de Donetsk qu'on n'a plus que de l'eau que tous les 3 jours puisque Mais l'Ukraine comment, a fermé le comment un robinet. être humain peut vivre avec de l'eau tous les 3 jours, sachant que l'eau, c'est quand même, c'est encore plus important que la nourriture. Les gens, tout simplement, rechargent des bouteilles. Il y a des points de distribution d'eau technique. Tu fais des réserves, tout simplement. Moi, chez moi, j'ai des citernes, tout simplement, que j'ai achetées. D'ailleurs, quand l'opération militaire spéciale a commencé, les gens se sont rués là-dessus. Il y a eu un déficit de citernes de récupération d'eau. Bon, moi étant quelqu'un de prévoyante, j'avais de toute façon déjà quand j'avais pris cette maison, j'avais tout de suite fait installer des citernes dehors pour récupérer l'eau de pluie. Et donc j'ai acheté juste quelques citernes en plus petites pour l'intérieur de la maison, pour l'hiver. Et donc dès qu'il y a de l'eau, on les remplit. On les remplit à fond et puis pendant les jours où on n'a pas d'eau, on pioche dedans, voilà. T'as pas 36 000 solutions. Mais il y a des gens, effectivement, qui, depuis 2014, vivent sans eau, sans électricité, sans gaz. Des villages comme ceux du Sud, comme Komitarnovo, Saranka, ils ont pas d'eau potable. Donc, depuis 2014, il y a des camions qui viennent régulièrement avec une énorme citerne dans le camion. Et puis, les gens font la queue et puis viennent chercher de l'eau, quoi. D'ailleurs, au moment, juste un peu avant l'opération spéciale, l'Ukraine a d'ailleurs bombardé, je crois que c'était en 2021, le camion qui apportait la flotte. Donc on a eu des blessés, des morts, voilà. Donc ils savaient que c'était régulier, c'était toutes les semaines. Donc ils le savaient parfaitement. Et ils ont bombardé le camion, quoi. Donc, Alors, vous êtes reporter de guerre, vous apportez de l'information sourcée, vérifiée, puis de l'information du terrain. Pourtant, à cause de votre métier, votre tête est mise à prix par un site. Bon, je ne vais pas le citer, pas lui faire de Si, on peut, publicité. le citer, c'est le site Mirodvorets, puisque on Voilà. a quand même des gens qui nous prétendent que c'est de la désinformation russe et qu'on risque rien, soi-disant, d'y être. C'est pas vrai, puisque ce site publie des données personnelles, entre autres adresse, numéro de téléphone, etc. On a plusieurs personnes qui sont mortes, assassinées après que leurs données personnelles aient été publiées sur ce site. La dernière en date, c'était Daria Dugina, quand même. Je veux dire, elle a été assassinée dans un attentat terroriste mené par l'Ukraine. Il y a eu avant elle Oles Puzina, qui était journaliste et auteur ukrainien qui était contre la guerre dans le Donbass. Peu de temps après que ces données aient été publiées là-dessus, il a été abattu en bas de chez lui, à Kiev. Et il y en a eu d'autres. Je veux dire, il y en a plein qui ont été. Et après, d'ailleurs, ils sont marqués sur le site comme liquidés, si tu veux. Donc, il y a même eu une époque où ce site sur Twitter avait, de manière à peine déguisée, mis un contrat sur la tête du journaliste Graham Phillips. Ça, j'en avais parlé dans un article d'ailleurs. Ils avaient fait un espèce de tweet un peu cryptique avec une photo du Death Note et puis la tête de Graham Phillips en mode voilà. Donc ils se sont même pas cachés, ils se vantaient même de mettre un contrat sur sa tête. Donc Est-ce que ce site est affilié à l'État ukrainien ou est-ce qu'il est oui. indépendant? Non, ils se prétendent soi-disant indépendants. Enfin, Zelensky te prétend qu'il est indépendant pour pouvoir dire on peut rien y faire. La réalité, c'est que ce site a été créé, entre autres, sous le patronage de Anton Gerashenko, qui travaille au sein du ministère de l'Intérieur ukrainien.
qui est un des responsables du Ouais. ministère de l'Intérieur. Donc, je veux dire, qui est d'ailleurs un producteur de fake news, mais à un niveau stratosphérique. Et ce mec-là est à la tête de ce projet. Donc, je veux dire qu'on vient de pas me raconter qu'ils sont indépendants. Ce truc est hébergé aux États-Unis. Et collabore de manière tout à fait avérée et il s'en cache pas avec le SBU, qui sont les services secrets ukrainiens. Donc, qu'on vienne pas me dire qu'ils sont Ce qui est indépendants. choquant aussi, bon, évidemment, vous y êtes, c'est très choquant, mais qu'il y a aussi des enfants, comme Faina, qui était Et là comme d'autres, cette semaine, il y comme a d'autres. plus de 300 enfants. Il y a plus de 300 300 enfants sur le site enfants Miran. qui ont Ouais, entre plus de quel âge 300. et quel âge? Je sais plus quel est le plus jeune, je crois que la plus jeune doit avoir 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Mais oui, il C'est-à-dire y a que des des enfants enfants dessus. de 7-8 ans ont leur tête mise à Ouais, prix par le gouvernement ukrainien. ouais, oui, oui. Faina, elle s'y est retrouvée inscrite, elle avait 12 ans. Elle avait 12 Qu'est-ce qui ans. a fait qu'elle a été inscrite? Eh bien, tout simplement, le fait qu'elle expliquait que l'armée ukrainienne bombardait les civils, c'est-à-dire la réalité, tout simplement. Et puis, le fait que, voilà, elle a participé à un concours littéraire en Russie, à un festival d'auteurs de science-fiction qui a été organisé ici à Donetsk, mais qui a réuni plein d'auteurs russes. Il y a eu plein d'auteurs qui sont venus de plein de régions de Russie, ça a été impressionnant. On a eu, je pense, le plus grand festival d'auteurs de science-fiction de l'espace post-soviétique après la chute de l'URSS. C'était un truc extraordinaire. Et rien que pour ça. Et puis parce que, bah voilà, elle dit la réalité sur ce qui se passe, parce qu'elle appelle à mettre fin à la guerre et à faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle arrête de bombarder les civils. Eh bien, rien que pour ça, elle a été mise sur Mirodvorets. D'autres enfants y ont été mis simplement pour avoir donné des interviews à des journalistes. Entre autres, je me souviens d'un gamin, Kirill, que nous on avait interviewé après un bombardement de son quartier avec ma défunte collègue Katia Katina de Newsfront, et le petit nous expliquait que en 2014, quand le terrain de foot où il jouait avec ses amis avait été bombardé, il avait lui-même été grièvement blessé, il a vu ses amis mourir sous ses yeux. Il avait donné une interview au journaliste britannique Graham Phillips. Et bien après ça, il s'était retrouvé sur Mirodvorets. Est-ce que cet enfant vit encore? Est-ce qu'il a été il vit encore, toujours à Donetsk. Et ce môme s'est retrouvé sur Mirodvorets pour avoir donné une interview. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ben, je veux dire, là, ça atteint des niveaux stratosphériques de bêtises. Voilà, ces gamins sont décrétés comme étant des ennemis de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, on se rend compte quand même du niveau de conneries. Est-ce que certains de vos collègues journalistes ont été assassinés? On a eu donc Oles Bouzina qui a été assassinée. Daria Dugina était aussi journaliste, hein, elle n'était pas que politologue, elle était aussi journaliste, elle a été assassinée. On a eu aussi Pavel Cheremet, qui était un journaliste russe qui s'était réfugié en Ukraine, russe ou biélorusse, qui s'est réfugié en Ukraine, qui a été assassiné dans un attentat terroriste. Hein, ils lui ont fait péter sa voiture, comme Daria, hein, donc à coup d'attentat terroriste. On a eu plusieurs journalistes qui sont morts dans le Donbass suite à des bombardements délibérés de l'armée ukrainienne. Hein. On a eu plusieurs journalistes russes. On a eu un journaliste italien, Andrea Rocchelli, qui est mort avec son fixeur traducteur près de Slaviansk. Il y avait d'ailleurs un journaliste français qui était avec lui, William Roguelon, qui a été gravement mutilé lors de ce bombardement. Et oui, il y a eu une douzaine de journalistes qui ont été tués depuis le début du conflit ici dans le Donbass. Sans parler des tentatives. Je veux dire, ils ont tenté d'assassiner Vladimir Solovyov, hein, le fameux Vladimir Solovyov, le grand journaliste russe qui a son fameux débat à la télé sur la chaîne principale. On a trouvé l'année dernière sur un groupe de sabotage reconnaissance ukrainien qui se trouvait près de Marinka une liste avec les noms, prénoms et photos de 5 collègues, donc tous correspondants de guerre. Je veux dire, c'est un peu flippant si tu veux. Je veux dire, les mecs étaient des cibles. Entre autres, Semyon Pegov, Alexandre Kotz, Slatkov, on avait Andrei Rudenko et puis Evgeny Podobny.
Moi, l'année dernière, j'ai eu ma voiture qui a été pulvérisée lors d'un bombardement et au vu de certaines informations que j'ai obtenues par après, je commence à me dire qu'ils avaient très certainement Votre voiture reconnu ma était voiture. visée? Je pense. Je pense parce qu'en fait, c'était dans le fameux district de Petrovski où il n'y a pas longtemps, l'armée ukrainienne a délibérément bombardé une ambulance et des camions de pompiers qui étaient venus porter secours à un civil qui avait été blessé par un premier bombardement. Et c'est quelque chose que j'avais soupçonné, qu'à l'époque, donc le 4 juin l'année dernière, quand ma voiture a été pulvérisée, je soupçonnais qu'ils avaient un drone. Parce qu'en fait, à un moment, le bombardement s'est calmé au bout de 5 heures, et il a repris quand une ambulance est arrivée. C'est-à-dire que nous, on a commencé à sortir, à voir les dégâts, à filmer les dégâts, et une ambulance est arrivée, et immédiatement, les tirs ont repris. Donc là, je me suis dit déjà à l'époque, ils ont un drone. Ils ont un drone dans le ciel, c'est un district qui est très près de la ligne de front, donc je me suis dit, ils ont un drone qui est en train d'observer ce qui se passe. Et le truc est que l'année dernière, septembre de l'année dernière, j'ai participé à une conférence concernant justement le site Mirodvorets. Et donc, histoire de revoir un petit peu qu'est-ce qu'il racontait sur mon dos, parce qu'il réupdate régulièrement, il remet à jour régulièrement les fiches des gens. J'ai dit, tiens, je vais aller voir un peu qu'est-ce qu'il raconte sur mon dos. Et là, j'ai découvert qu'ils avaient publié les informations sur ma voiture. C'est-à-dire qu'ils avaient le modèle de ma voiture, sa couleur, la plaque d'immatriculation. Ils avaient même le code VIN, le fameux code unique qui est inscrit sur le moteur de la voiture. Ils avaient toutes les infos, quoi. Et il se trouve que j'avais une voiture qui était... alors des Kangoo, il y en a pas mal ici, parce que c'est une voiture qui est quand même bien pratique, mais de cette couleur-là, en fait, j'en ai jamais vu d'autres ici. C'est-à-dire, tu as plein d'autres couleurs, mais d'une couleur comme celle qu'avait la mienne, il n'y en avait pas. Donc, je me pose très sincèrement de plus en plus la question et je me dis qu'ils avaient potentiellement reconnu ma voiture. Vous vivez dans la peur aujourd'hui? Bah, je veux dire, ça fait 7 ans que je suis sur Mirodvorets. Ça fait 7 ans que je reçois des menaces de mort, que je reçois des insultes, que je reçois voilà, des menaces diverses et variées. Donc, de toute façon, ça fait 7 ans que je fais attention. Qui vous insulte et qui vous menace? Oh, bah des soutiens de l'Ukraine. J'ai eu des menaces de mort de néo-nazis ukrainiens, de néo-nazis français, entre autres de gens qui manifestement soit ont combattu au sein d'Azov ou en tout cas soutenaient ce régiment néo-nazi. Et puis, bah, depuis le début de l'opération spéciale, alors là, c'est le festival. Voilà, tous les pro-Ukraine qui mettent un drapeau ukrainien dans leur bio sur Twitter, c'est folklore. Je reçois régulièrement, soit via le formulaire de contact de mon site, soit dans les commentaires, des trucs, des menaces de mort, c'est dommage qu'on t'ait raté quand on a pulvérisé ta voiture, t'inquiète pas, la prochaine fois on te loupera pas, des trucs comme ça. Enfin, bon, tu vois Mais on a l'impression que on ne veut pas, que certains ne veulent pas que des images sortent d'Ukraine. Contrairement à l'époque, je sais pas moi, la guerre en Irak ou ailleurs, on nous abreuvait tous les soirs de ces images très précises. Là, on a l'impression qu'on ne veut pas les montrer. Je sais pas si vous avez la même impression. Mais parce que les images ne collent pas avec le narratif occidentalo-ukrainien. Parce que, je veux dire, quand ils essayent de vous raconter que les Russes bombardent délibérément des civils, etc., mais qu'en réalité, on se rend compte qu'à chaque fois, quasiment, que des civils sont touchés, c'est soit parce que l'armée ukrainienne installe ses bases ou son équipement militaire dans des infrastructures civiles, voire dans des habitations, ou que tout simplement leur défense antiaérienne est dans un état tellement pitoyable que leurs roquettes loupent leur cible et puis finissent dans des immeubles ou des écoles ou des trucs comme ça, et que donc forcément voilà. Oui, forcément ces images-là, si vous les publiez, les gens vont commencer à se dire mais attends, en fait non, les Russes ils bombardent pas délibérément les civils, en fait c'est les mecs, soit ils se loupent parce qu'ils sont nuls, leur matériel est complètement obsolète parce qu'ils n'ont jamais remis à jour et qu'ils ont encore des trucs qui datent de l'URSS qu'ils n'ont jamais remis en état, donc forcément les machins je te raconte pas dans quel état ils sont, et donc forcément quand tu as une roquette de S-300 qui loupe sa cible et puis qui continue sur sa trajectoire parce qu'ils ont désactivé l'autodestruction, et le truc il va atterrir quelque part, donc une fois ça atterrit sur un immeuble à Dnipropetrovsk, et puis une fois ça atterrit dans un champ en Pologne et ça tue deux agriculteurs.
Mais comment on peut exercer son métier avec cette pression, avec ces menaces? Est-ce qu'on y arrive? C'est bien sûr, c'est ah, je veux dire, faut faire ce métier par conviction. Je veux dire, c'est clair que, pour tous ceux dont la conviction, c'est d'avoir un salaire à la fin du bien stable à la fin du mois et de faire une grande carrière, non, ces gens-là, eh bien, ils vont côté ukrainien, ils te racontent ce que leur racontent les autorités ukrainiennes, ils recopient tout comme il faut, bien comme des perroquets, hein, et puis tout va bien pour eux. Pour faire réellement ce travail, il faut le faire par conviction du fait de voilà de dévoiler des vraies informations, la réalité du terrain, et donc quand tu fais ça, eh bien les menaces etc. Bon, j'ai envie de te dire, ça fait partie entre guillemets des risques du métier. Euh, je veux dire, malgré ces menaces, voilà, je sais que si je suis pas là pour le faire, qui va le faire? Qui va être là en permanence pour raconter ce qui se passe sur le terrain ici? Je veux dire, je suis la seule francophone à être là en permanence, en permanence. Donc, je veux dire, il y a pas 36 000 autres choix. Je veux dire, soit je considère que ce que je fais est plus important que moi-même et que ça mérite de prendre ce risque. Et les risques que je prends à chaque fois que je vais sur une zone qui est bombardée, hein, comme on a pu le voir l'année dernière, on est passé à pas loin quand même, hein, dans le district de Petrovski, ou même à Mariupol. Hein, je veux dire, quand je suis allé à Mariupol, on était assez près des combats. Hein, je veux dire, Mariupol, je me souviens de ce coup, on a évacué un monsieur de la maternité, je crois que c'était la maternité numéro 3 de Mariupol. Le monsieur avait été blessé par un bombardement, il avait une jambe cassée. Et comme j'avais justement un kangou, donc qui peut se transformer entre guillemets en mini-ambulance, hein, quand tu rabats les sièges, on m'a demandé, Christelle, est-ce que tu peux évacuer ce mec parce qu'il faut que sa jambe reste bien droite parce qu'elle est fracassée. Donc il faut absolument qu'il puisse rester bien à plat, quoi. Donc voilà, on y allait. Je dirais aucune ambulance, même les gars du ministère des situations d'urgence ne voulaient y aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bataille de chars dans la rue juste à côté. Il y avait une bataille de chars dans la rue juste à côté. On entendait les tirs et c'était dangereux. On a fait l'évacuation en gilet pare-balles. Bon, mais quand tu fais ça, tu sais que tu le fais parce qu'il y a une raison qui est importante, qui est importante à tes yeux. Voilà, et c'est le cas. C'est important à mes yeux de dire la vérité sur ce qui se passe ici. Et j'estime que ça mérite de prendre tous les risques pour ça. Voilà, je fais très attention, je ne dirai pas exactement, mais voilà, je prends des précautions pour éviter, entre autres, ce qui est arrivé à Daria Dugina. J'étais personnellement choqué qu'elle n'ait pas pris ces menaces au sérieux et qu'elle n'ait pas eu de service de sécurité pour, entre autres, inspecter le dessous de sa voiture avant de la récupérer. Ça, pour moi, c'est non. J'ai donné hier une interview à des collègues russes pour un documentaire sur moi. Et j'ai laissé ma voiture parquée dans le centre de Donetsk pendant plus d'une heure. Au moment de récupérer la voiture, c'est la lampe torche et à genoux pour regarder sous la voiture. Ça fait partie des choses que je fais pour m'assurer que Constamment, vous regardez. ouais, je regarde, je vérifie, voilà, qu'il n'y a rien, que je peux récupérer la voiture en toute sécurité, bien sûr. D'accord. Donc ça crée une forme de méfiance, quoi. Vous avez. Mais il faut, je veux dire, l'absence de méfiance, c'est ce qui a mené à la mort de Daria Dugina et qui aurait pu être évité, je veux dire, clairement. Si ces mesures avaient été prises par elle ou par le service de sécurité qui, je pense, s'occupe de son père, ça serait pas arrivé. S'ils avaient inspecté le dessous de la voiture, ça aurait pas eu lieu. Il y a eu d'ailleurs récemment de nouvelles tentatives d'assassiner je ne sais plus qui en Russie, je crois que c'est un politicien ou un journaliste de nouveau, où heureusement il y avait une caméra dans la rue qui a filmé, on voit un mec en train de tourner autour de la voiture et puis il se fout à genoux et il met une bombe sous la voiture. Et heureusement, ça a été découvert et donc l'attentat a pu être déjoué. Mais parce qu'il y a eu cette mesure de prudence qui a été d'inspecter la voiture d'abord. Alors, vous êtes la seule journaliste francophone dans le Donbass. Vous écrivez des articles et faites des vidéos là, pour Donbass Insider, qui est votre site. Ouais. Est-ce que des médias français ont cherché à rentrer en contact avec vous pour prendre vos informations et diffuser vos images? Non. Non, non. Aucun. Aucun. Et les rares fois où j'ai donné des interviews, ça a été des catastrophes. C'est-à-dire les rares fois où j'ai donné quelques interviews à des médias qui se disaient neutres ou quoi, ça a été des catas. Ça a été des catas, je veux dire.
les propos sont déformés, on te prête des intentions, des trucs, des liens qui n'existent pas. Enfin, c'est du grand Vous n'importe n'êtes pas payé, vous n'êtes pas financé par Moscou et Vladimir quoi. Non, Poutine. non. Je touche pas un copec de Moscou, pas un. Vous êtes une journaliste C'est indépendante. totalement. Totalement. Ce qui fait d'ailleurs que je suis toute seule pour travailler et que j'ai même pas de quoi financer une équipe. Je veux dire, voilà, si j'étais financée par Moscou, ben voilà, je le dirais ouvertement et j'aurais de quoi financer, d'avoir une vraie équipe avec traducteur, monteur vidéo. Là, moi, je fais tout. Je fais absolument tout. Donc, C'est-à-dire que vous c'est êtes tout pour le ça. temps sur le pont, en fait. Vous êtes globalement Je tout le temps suis sur tout le le pont. temps, tout le temps, tout le temps. Je travaille tous les jours. Je n'ai pas de jour de réel repos. Je veux dire, l'année dernière, je me suis cassé la jambe. Bon, bah, je pouvais pas aller sur le terrain, mais je continuais à écrire des articles. Je continuais à alimenter ma chaîne Telegram parce qu'il y a plus d'infos. Je publie plus d'infos sur la chaîne Telegram parce que c'est très adapté à de l'information en live, on va dire en direct. Je peux publier plein de petites infos avec photos, vidéos ou juste un petit peu de texte pour expliquer l'évolution de la situation ou parler des bombardements en cours. C'est très adapté pour ce genre de format. Et là-bas, il y a quand même beaucoup moins de censure que sur les GAFAM. Donc, je publie énormément tous les jours sur ma chaîne Telegram. Je veux dire, j'ai continué à alimenter. Voilà, j'étais au fond de mon lit avec mon plâtre sur la totalité de la jambe et j'étais là en train de continuer mon travail. Enfin, je veux dire, je pense que je n'ai pas travaillé que le premier jour juste après parce que j'avais vraiment trop mal. Mais voilà, une fois que la routine s'est installée avec les antidouleurs, c'était parti. Quoi. Je veux dire, j'ai continué à travailler. C'est entre autres aussi ce qui a entre guillemets poussé à l'approfondissement de mon travail avec Adrien Bocquet parce que bah, lui, il était valide et il était sur le terrain. Et donc, on a travaillé ensemble. Voilà, il était mes jambes, il allait filmer les lieux qui étaient bombardés et il me donnait son matériel vidéo. Moi, je faisais le montage, la publication. Et donc, on a travaillé comme ça en symbiose. Alors, vous travaillez tout le temps et bon, sans être indiscret, est-ce que vous arrivez à avoir quand même malgré tout une vie privée? C'est très compliqué. C'est très compliqué, bien sûr. Bon, non, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est très compréhensif vis-à-vis de ça. Voilà, qui sait quelle est l'importance de mon travail, mais bien sûr, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais Il y dites-moi, en a qui supporteraient pas. bah, j'imagine, pour le coup, même surtout aujourd'hui, au XXIe siècle, alors 2023, Oui, non, ben voilà, je le dis clairement, voilà, j'ai eu des gens qui me disent non, mais je peux pas, quoi, c'est pas possible, quoi. Enfin, t'arrêtes jamais, je bosse jusqu'à très très tard le soir, je veux dire, t'arrêtes pas et tu risques ta vie. Il y a des gens qui sont pas prêts à vivre et avec ça. justement, est-ce que vous êtes dit quand même, à quoi bon? Est-ce que vous l'êtes déjà dit? Non, jamais, Jamais? jamais. Mais je suis quelqu'un j'ai toujours défendu un certain nombre de valeurs. J'ai toujours été quelqu'un d'assez engagé. Même quand j'étais plus jeune, hein, je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un qui a été engagé dans diverses luttes, entre autres pour les droits de l'homme, les droits des femmes. Voilà, j'ai été toujours très très active là-dedans, même quand j'étais encore étudiante. Je veux dire, j'ai toujours eu ce côté-là et pour moi, la défense de la vérité, elle est hyper importante. Je considère comme Faïna d'ailleurs que la vérité, c'est le chemin qui permet de sortir du chaos. Et que pour mettre fin à cette guerre, si on ne dit pas la vérité, on ne va pas y arriver. Je pense que le soutien des peuples occidentaux au fait que leur pays fournisse des armes et de l'argent à l'Ukraine n'est possible que parce qu'on ment aux gens, parce que les médias occidentaux mentent aux gens de manière effrontée, et que si les gens savaient où part leur argent et ses armes, les gens se révolteraient beaucoup plus contre ce soutien. Et ça mettrait fin à la guerre. Parce qu'à partir du moment où l'Occident arrête de fournir des armes et de l'argent à l'Ukraine, c'est terminé. C'est-à-dire que si l'Occident n'aide plus l'Ukraine, la Russie, c'est bon, gagne. Bien sûr, bien sûr. Ce qui prolonge cette guerre, en plus du fait que l'armée ukrainienne utilise les civils comme boucliers humains et a créé une véritable ligne Maginot dans le Donbass, c'est le fait que l'OTAN fournisse des armes, fournisse de l'argent, fournisse même des mercenaires, hein, parce qu'on voit plein de mercenaires qui sont tous miraculeusement d'anciens soldats, soldats des forces spéciales, anciens de l'Irak, anciens de l'Afghanistan, de presque tous les pays de l'OTAN possibles et inimaginables. Je veux dire,
entre autres, on voit une présence de mercenaires polonais extrêmement massive, qui d'ailleurs ont droit à des funérailles dignes de soldats officiels quand ils sont renvoyés dans des cercueils au pays. Il y a des mercenaires français, il y a beaucoup de mercenaires américains, britanniques, entre autres, mais pas seulement. Je veux dire, presque tous les pays de l'OTAN sont représentés. Quel est l'objectif aujourd'hui de la Russie? Certains nous disent, en tout cas dans les médias, au sein des médias français, que l'objectif est d'envahir la Russie et d'aller au-delà. D'envahir l'Ukraine et d'aller au-delà. D'envahir l'Ukraine, pardon. Non, le but, il a été très clairement énoncé par Vladimir Poutine au tout début, lorsqu'il a expliqué les justifications du lancement de l'opération spéciale, c'est la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. C'est-à-dire, le but, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne représente plus une menace pour la Russie. Puisque les territoires des régions de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk ont rejoint en plus maintenant la Fédération de Russie de manière officielle. En plus de ça, l'Ukraine mène régulièrement des bombardements contre d'autres régions russes, entre autres la région de Bryansk, où ils ont mené une véritable attaque terroriste il y a quelques temps de ça, il y a pas très longtemps, où ils ont tué des civils, ils ont blessé un gamin en tirant sur une voiture où se trouvaient 3 enfants. Je veux dire... on voit clairement que l'Ukraine est une menace. L'Ukraine est devenue un État qui non seulement prône une idéologie néo-nazie, mais en plus est un État terroriste. Il se comporte comme tel, il mène des attentats terroristes un peu partout, sur le territoire russe, dans le Donbass depuis 2014. Je rappelle que notre précédent chef de l'État, le chef de la RPD, a été assassiné lors d'un attentat terroriste. Il a fait péter une bombe dans un restaurant. Je veux dire, tu peux pas laisser un État comme ça à ta frontière, c'est pas possible. Je veux dire, tu peux pas laisser cet État-là se faire sponsoriser et armer par l'OTAN. Enfin, ou voir l'OTAN y installer des bases militaires, c'est juste pas possible. Donc, de facto, la Russie va prendre possession d'un certain nombre de territoires ukrainiens pour assurer sa propre sécurité. Mais ça, c'est parce que l'OTAN n'a pas respecté sa parole et surtout parce que l'Occident a refusé de prendre en compte les inquiétudes en matière de sécurité exprimées par la Russie. Il faut se rappeler quand même que fin 2021, la Russie a soumis une proposition de négociation avec, entre autres, les États-Unis pour régler ce problème d'inquiétude de sécurité, en disant justement que l'OTAN devait reculer à ses frontières de 1997 pour respecter sa parole. De deux, dire clairement que non, l'Ukraine ou la Géorgie ou d'autres pays comme ça ne rentreront pas dans l'OTAN et que des bases de l'OTAN n'y seront pas installées, parce que c'est ça qui a fortement inquiété la Russie. En plus du fait que là, ils sont mis à attaquer le Donbass, où il y avait déjà plusieurs centaines de milliers de personnes qui avaient la citoyenneté russe avant même le début de l'opération spéciale. Et donc, la Russie, va devoir de facto créer une espèce de zone tampon, parce que, je veux dire, imaginez que l'Ukraine puisse disposer, comme la Pologne, de fameux systèmes qui peuvent être utilisés et en défensif et en offensif, et donc potentiellement être dotés de têtes nucléaires. Entre Kharkov et Moscou, il n'y a pas très loin, si tu veux. Ça mettait Moscou à peine quelques minutes de vol d'armes nucléaires de l'OTAN. Je veux dire, ça, c'est pas acceptable. Donc, de facto, oui, la Russie va prendre un certain nombre de territoires pour créer une zone tampon entre Moscou et les armements de l'OTAN. Donc, est-ce que le Donbass et la Crimée, voilà, c'est définitif, ça va rester russe? C'est définitif. Donbass, Crimée, Kherson, Zaporozhye. Ça, ce sera la Russie. C'est sûr, ça sera la Russie. Et je pense même que la Russie va pousser jusqu'à Odessa. Parce que là, il y a des menaces très claires contre la Transnistrie. On voit clairement que l'Ukraine accumule des troupes près de la frontière avec la Transnistrie. Ils ont tenté d'assassiner le président de la République de Transnistrie. Il y a eu une tentative d'attentat terroriste menée par le SBU, qui a heureusement été déjouée par les services secrets. Ils essayent de mener des provocations. Il y a eu des vols de drones, des choses comme ça. Donc on voit qu'il y a vraiment une tentative de déstabiliser par tous les côtés. Donc je veux dire, clairement, la Transnistrie étant complètement enclavée, le seul moyen pour la Russie de pouvoir venir à l'aide de la Transnistrie, c'est de rentrer dans la région d'Odessa,
qui est juste à côté. Donc, je pense sincèrement que la Russie va pousser jusqu'à Odessa. Et je pense qu'ils vont reprendre la région de Kharkov qui avait été laissée lors du retrait l'année dernière, ne serait-ce que pour protéger les régions de Koursk et de Bryansk, qui sont régulièrement désormais bombardées par l'armée ukrainienne. Donc, la Russie ne lâchera pas l'affaire, elle ira, d'après vous, jusqu'à Odessa. Les Américains, qui sont les réels patrons de l'Occident, ne peuvent pas lâcher l'affaire non plus, parce que ce serait quand même un désaveu pour eux, surtout au vu des dizaines de milliards qu'ils donnent aux Ukrainiens. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fin rapide à la guerre ou ça va durer très longtemps? Ça va durer. Ça va durer très longtemps, je ne sais pas. Ça va dépendre de la vitesse. Comment je peux dire ça de manière qui soit pas ignoble, parce que de la vitesse de broyage de l'armée ukrainienne, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Hein, je veux dire, Bakhmout, c'est même les Ukrainiens l'appellent le hachoir à viande. C'est le surnom qu'ils lui donnent. Hein. Et c'est vraiment ce qui se passe. Je veux dire, si Prigojine a dit vrai et qu'il y a eu effectivement 11 000 soldats ukrainiens éliminés au mois de février rien que sur cette zone-là, c'est un hachoir à viande. C'est monstrueux. Je veux dire, on a des vidéos d'un peu partout en Ukraine où on voit des cimetières ukrainiens, cimetières militaires, où tu vois des mers, un océan de drapeaux ukrainiens. Un drapeau, c'est un soldat mort. Donc, on voit clairement que les chiffres qui sont donnés par l'Ukraine d'à peine 10 ou 13 000 soldats ukrainiens tués, c'est du pipeau. Le moindre village au fin fond du trou du cul de la région de Lvov, t'as un cimetière militaire qui est rempli de tombes à perte de vue. Je veux dire, il y a un problème. Je veux dire, et le problème, c'est que Zelensky étant dicté par justement cet agenda qui est plus médiatique que militaire, et donc il sait qu'il doit tenir Bakhmout au maximum pour continuer à engranger des armes et de l'argent, dont il se met une partie dans la poche, faut quand même dire les choses comme elles sont, eh bien, il continue à envoyer, donc il rafle des hommes dans la rue en Ukraine, les recruteurs militaires attrapent des hommes comme ça, les foutent dans une camionnette, 2 jours d'entraînement, et hop, à Bakhmout. C'est de la chair à canon. On les envoie à une mort certaine. Alors, on m'écrit, on parle de plus de 300 000 morts. Est-ce vrai chez les Ukrainiens? Très certainement. Très certainement au moins 200 000 morts. De toute façon, la mère van der Leyen, elle nous a fait un lapsus où elle avait parlé de plus de 100 000 morts parmi les soldats ukrainiens. Bon, après, ils ont tronqué la vidéo, ils ont dit que c'était pas ce qu'elle voulait dire, qu'elle parlait aussi des civils. Bon, on connaît la tambouille. En réalité, quand elle admettait 100 000 morts, on savait déjà qu'il y en avait déjà beaucoup plus. Et depuis, le bilan a continué à s'alourdir. Je veux dire, c'est rien que sur Bakhmout, en un mois, vous avez 11 000 pertes. Vous comprenez que si vous prenez en compte toute la ligne de front, ça donne des chiffres absolument monstrueux. Je veux dire, et là, rien qu'à Bakhmout, on estime qu'il y a au moins 12 000 soldats ukrainiens qui sont en train de se faire enfermer dans un chaudron. Ces soldats-là, s'ils ne se rendent pas, ils vont se faire éliminer. Vous pourrez donc rajouter 12 000 morts. Donc le chiffre de 300 000, je pense qu'il est assez près de la réalité. Il a été calculé par une équipe de journalistes et de blogueurs qui ont en fait fait des calculs sur base des annonces sur le nombre de soldats qu'il y aurait soi-disant actuellement dans l'armée ukrainienne, les quantités qui ont été mobilisées depuis le début de 2022. Ils ont fait une soustraction, en fait. Ils ont fait une soustraction et donc ils ont fait une estimation de 300 000, d'à peu près 300 000 morts. Et je pense qu'on doit être assez près de la réalité, en tout cas entre 2 et 300 000, ça c'est quasiment certain. C'est une boucherie, visiblement. En tout cas, c'est une boucherie. Merci beaucoup, chère Christelle Néant. On a passé presque 2 heures ensemble, formidable. On a parlé de tout. J'espère que les gens ont tout compris parce que voilà, c'était pas évident. On a voulu parler de A à Z de cette situation. Où est-ce qu'on peut vous voir, chère Christelle? Eh bien, sur le site Donbass Insider, je recommande de nous suivre sur Telegram. Donc, vous pouvez chercher donc la chaîne Donbass Insider, c'est celle qui a à peu près 33 000 abonnés. On va mettre le lien
Donbass On mettra Insider. Insider, ouais, on mettra le lien. Voilà, on est sur Telegram, on est sur Contact. Pour les vidéos, on est sur Odyssey, sur Rumble. Donc voilà, ouais, prenez bien le lien de la chaîne Telegram que je fournirai à Alors, Mike parce Christelle qu'il va y a des gens qui m'envoyer essaient de faire ça. des faux. Je Ouais. vais mettre ça Ouais, tout parce qu'il y a des gens après. qui essayent de faire des faux, bien entendu. Il y a des escrocs Vous qui m'enverrez essayent les d'attirer liens. les gens dans des faux. Ouais. Et puis, donc voilà, suivez-nous sur Telegram. C'est là que je publie le plus d'infos parce que c'est le réseau social qui est le plus adapté, tout simplement. Des infos quotidiennes que vous Ouais. publiez. Voilà, vous abreuvez d'infos. En tout cas, merci beaucoup, chère Christelle. De rien. Merci à vous tous d'avoir été si nombreux, près de 2000 personnes en même temps. Merci à vous. Alors, sachez que Géopolitique Profonde peut vous aider pour vous débancariser. Vous voyez, là, les banques américaines, elles commencent à se casser la gueule. Je pense que ça va revenir bientôt en France. Crédit Suisse va faire bientôt faillite. Donc, si Crédit Suisse fait faillite, je pense que le Crédit Lyonnais, BNP, tout ça, ça va être pareil. Donc, venez sur le site Géopolitique Profonde, apprenez à vous débancariser, c'est gratuit, vous vous inscrivez. Merci encore, chère Christelle, de nous avoir donné tout cet historique. Nous avons enfin compris de ce qui en était. Merci beaucoup et suivez Christelle Néant sur Donbass Insider. Passez tous une excellente soirée. Salut, ciao. Merci, bonne soirée à tous. Ciao.